On va encore se faire insulter par certaines fanbases à cause de certains films dans notre top, mais bon, écoute, c'est le jeu, hein. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de la nuit des sorties où on va faire un deuxième bilan de l'année après les tops, ce sera les flops. Et pour ce faire, je vais en parler avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment vas-tu ? Bah ça va et toi, pourquoi tu parles comme ça ? Parce que voilà, on est dans les flops, on n'est plus aussi enjoué qu'on est sur les tops. Les tops, voilà, on a parlé avec le cœur, on était content et tout, et là ça va être je sais pas combien de minutes d'aigreur. Combien de minutes on va pas être content sur certains films. Surtout que on va encore se faire insulter par une fanbase à cause d'un certain film dans notre flop. Bon, voilà, allez. C'est bon, Ah. c'est... Je crois je sais de quoi tu parles. Oui, effectivement. Ouais. Bon, après, voilà, il y a des choses voilà, je pense qu'il y a des choses dans nos flops qui vont un peu réunir tout le monde, et puis il y a des choses qui vont un peu, voilà, faire débat. Maintenant, c'est un flop personnel comme le top, hein, c'est nos goûts. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs films ou quoi, hein, c'est juste que nous, c'est les films qu'on a préférés cette année. Et de toute façon, franchement, Istas, on avait le choix, hein, au niveau des flops. Franchement, bah, comme chaque année. Oui, on avait les on avait le choix, quoi, d'en placer plein. Il y en a plein qui ne sont pas et qui mériteraient d'être là, hein. Voilà, mais bon, fallait faire des choix. Et voilà, Ista, enfin, voilà, on va pester, quoi. Bah clairement, et puis je pense qu'aussi on a pris beaucoup plus les déceptions que les gros films nuls, quoi. Parce qu'en fait, les films nuls, il n'y a pas forcément grand-chose à dire dessus. Voilà. C'est ça, on n'a pas mis que des gros blockbusters nuls, moches, même s'il y en a un ou deux, hein. Vous inquiétez pas. Oui, il y en a quand même. Il y en a quand même quelques-uns, parce qu'il faut pas déconner quand même. Et le top 1, franchement, on peut le deviner très rapidement, hein, je pense. Mais voilà, Ista, comme dans les tops, on va faire la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir trouver un truc positif sur chaque film, quand même. Voilà, à la fin de notre petit monologue où on va assassiner les films. Et n'hésitez pas à liker, à mettre les 5 étoiles, voilà, ça aide énormément pour le podcast. On est disponible un petit peu partout, voilà, je me permets de faire ça au début, et je te propose de partir directement au niveau du top 10. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas. Dis-le! Les 4 fantastiques de Team Story. Ah non, de Josh Trank non plus. Là, j'ai les 4 fantastiques de... putain, tu vois, je fais mes blagues et j'oublie qui c'est. Comment il s'appelle déjà? Matt Shakman. Voilà, les 4 fantastiques de Matt Shakman, qui est 10e de notre top, et de notre flop, pardon, c'est à cause de qui, Ista? C'est à cause de moi, voilà, c'est à cause de moi. Je l'ai mis 5e au niveau de mes flops. Alors, parlons peu, parlons bien. L'année de Marvel a été, elle était très compliquée cette année quand même, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment de succès du côté de leurs 3 films sortis. Ça a été une énorme déception pour moi, les 4 fantastiques, parce que là, Marvel j'avais la sensation qu'ils voulaient proposer quelque chose de nouveau, enfin vraiment un renouveau, et c'était un petit peu le projet, j'ai l'impression. Et au final, je me suis retrouvé sur un film qui était quand même pas mal balisé. Alors, c'est pas le pire Marvel de l'année, voilà, je pense que Captain America Brave New World est oui, bien pire, voilà, faut pas déconner. Mais après Brave New World, j'avais aucune attente, et surtout je voyais la catastrophe arriver à des kilomètres, quoi, sur Captain America 4, donc c'était pas une déception ou quoi, ou enfin voilà, on aurait pu le mettre dans les flops, mais bon, voilà, c'était pas quelque chose que j'attendais vraiment. Et là, en fait, il se passe quand même un truc qui est assez triste, je pense, pour le film, en termes de mon rapport au niveau du film, c'est-à-dire que je me souviens plus vraiment du film, en fait, déjà. C'est-à-dire qu'il est quand même assez disparu de ma mémoire, alors que y a des films qui sont sortis bien plus tôt, et même des films de super-héros, voilà, Superman qui était sorti 3 semaines avant, je crois, qui me reste bien plus en tête, etc. Et même, j'ai l'impression même collectivement que le film, il est moins resté dans les mémoires, tu vois, que Superman ou quoi, tu vois, même dans... Bon, après, c'est peut-être mon feed ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression que Superman, il y a des gens qui en parlent encore, alors que les 4 fantastiques, j'ai un peu l'impression qu'il est un peu...
un peu mis sur le côté, quoi. Et je pense que le fait que j'ai vu Superman avant et que j'ai beaucoup aimé Superman, bah, je pense que la différence d'appréciation de ma part, elle a vraiment joué, en fait, dans ma découverte de 4 Fantastiques, dans le sens où j'étais en mode, bah, Superman, j'ai eu quelque chose, j'ai un renouveau. Et là, j'ai eu un récit qui était vraiment, pas vraiment original, je trouve, avec, en fait, plus le film avance, plus moi je le trouve mauvais. On avait fait un épisode dessus et j'avais, c'était un de nos épisodes les plus longs, il me semble, hein, et j'avais vraiment dit que vraiment la deuxième partie du film, j'avais été trouvé très soporifique, je l'ai vraiment trouvé en stand-by, et vraiment la manière, par exemple, dont ils ont de traiter la population, les gens, etc. Et bah, je trouve qu'ils existent pas vraiment dans le film, ils ont pas réussi à rendre ça vraiment concret, très évacué, contrairement à Superman qui toutes les 5 minutes sauve quelqu'un ou un écureuil ou une connerie, quoi. Et même si l'alchimie entre les acteurs, entre les personnages marche vraiment bien, hein, c'est-à-dire qu'on a cette famille au début, et je pense que c'est les meilleurs moments du film, quand ils sont entre eux, il y a le dîner, etc. Là, il y a une vraie... il y a des vraies interactions, une vraie cohésion, etc. Mais en fait, plus le film avance et plus les conflits, etc. et la cohésion, en fait, s'effacent, quoi, au fur et à mesure, j'ai l'impression. Et tout devient très artificiel, en fait, selon moi. Et les personnages ont pas vraiment grand chose à défendre, tu vois. Je suis pas vraiment attaché à eux et leur parcours. Bon, voilà, et je le trouve très limité pour beaucoup, quoi, que ça, Johnny. Enfin, le pire pour moi, c'est la chose qui, j'ai l'impression, mais je pense que voilà, tout le monde le sait maintenant, le film a été sûrement tronqué, il y a des trucs qui ont été enlevés, voilà, et je pense que sur son personnage, c'est là où ça se ressent le plus. Et ouais, les personnages, ils sont pas marquants, là où, par exemple, Thunderbolt, par exemple, pour pas citer Superman, mais là, tu vois, Thunderbolt, les personnages m'ont bien plus marqué que le film 4 Fantastiques, pour le coup, quoi. Et les méchants, c'est pareil. Moi, je trouve la Silver Surfeuse super. Enfin, il y a une super introduction de ces méchants-là, et il y a une scène dans le vaisseau qui marche vraiment, vraiment bien, avec un vrai travail sur le gigantisme. Mais voilà, dans la dernière partie du film, je trouve que tout ça s'efface. La Silver Surfeuse, c'est un rendez-vous manqué. Et Galactus, mon Galactus, ça m'a vraiment déçu, quoi. Surtout que le 3e acte, bah, c'est là où moi, c'est le pire moment du film. C'est-à-dire que on louait Thunderbolt sur le fait que le 3e acte, il n'était pas générique, avec des fonds verts, etc., bataille un peu nulle. Bon, bah là, on y est clairement, quoi. Et ça sent un peu le reshoot. On l'avait dit dans notre critique que ça sentait le reshoot. Peut-être que c'est pas vraiment du reshoot, mais en tout cas, je sens un 3e acte hyper générique avec des effets parfois pas ouf. On se souvient du bébé en CGI un peu dégueu dans la dernière partie du film. Et je trouve que le travail sur le gigantisme est beaucoup moins marquant, en fait, que la promesse, en fait, qui était au milieu du film, quoi. Et ouais, en fait, le problème, c'est que c'est pas le renouveau, quoi. Je trouve que c'est un film qui est trop impersonnel, qui manque de personnalité. Et j'ai l'impression que oui, il y a ce côté un peu rétro-futuriste, etc. Mais c'est un peu juste un décorum qui cache un récit extrêmement classique, et voilà, un film très terne au final. Et je trouve que voilà, le film manque de radicalité. Ils sont, pour moi, reposés beaucoup trop sur leur laurier. Et je pense qu'il y a eu un petit voilà, ils ont pas voulu, ils ont voulu revenir à une formule, à une recette et tout, mais moi je trouve qu'ils avaient vraiment l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Et au final, bon, bah, j'ai l'impression que le renouveau qu'on attend dans la MCU, bah, il se fera pas, je sais même pas s'il se fera l'année prochaine pour le coup. Et je pense qu'on va peut-être recycler les vieilles recettes et miser clairement sur le fanservice, là, sur les prochaines années. Et bon, bah, j'espère que peut-être le film X-Men, quand il sortira, voilà, ce soit un renouveau ou quoi. Mais bon, là, sur les prochaines années, j'avoue que là, ça met, les 4 Fantastiques, il m'a mis un petit coup, tu vois. Il m'a mis un petit coup moral. Mais bon. T'as plus d'espoir. Ouais, clairement. Et bon, par contre, toi, t'es pas du tout d'accord. Parce que là, c'est peut-être le seul où on sera vraiment en désaccord, quoi. Après, il y a des films qu'on aime plus ou, enfin, qu'on déteste plus ou moins que dans ce flop. Mais je crois que ce film-là, c'est celui qui nous sépare le plus, Sista. Bah, tu sais quoi, en vrai, tu vas être surpris. Mais en fait, à chaque fois que je retourne sur Letterboxd et que je vois la note, que j'arrête pas de le descendre sur le coup. Donc, bah, comme t'as dit, sur le coup, il me reste plus grand chose à la fin de l'année, là. Parce que moi, oui, je l'avais beaucoup défendu sur notre épisode, sur le sujet, quoi. Et ouais, en fait, moi, j'aime bien comme la première moitié du film, quand même. Je la trouve vraiment cool. Voilà, il y a la scène de l'espace que tu disais, que je trouve super, la course-poursuite dans l'espace, vraiment, je la trouve géniale avec l'accouchement, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, le film y retombe. Et ouais, le 3e acte, il y a un vrai problème, c'est que tout devient gris. Tout devient en mode MCU basique. C'est un peu le problème de beaucoup de films du MCU, d'ailleurs, où le 3e acte devient un truc un peu impersonnel, en mode bon, maintenant, vous êtes amusés, ça y est, on range tout, et maintenant, il faut faire la fin, la grosse baston, et après, on passera au film suivant, quoi. Et il y a un peu ce truc-là, ouais, ce truc un peu balisé, un peu dommage pour un film qui promettait quelque chose de différent. Oui, après,
c'est pas non plus un film que j'ai détesté ou que j'ai trouvé horrible, quoi. Mais c'est vrai qu'au final, je le trouve mid, tu vois. Enfin, je le trouve, voilà. Là, je lui ai mis 3,5 sur Letterboxd. Dernièrement, parce que je trouve quand même qu'il y a, comme t'as dit, une bonne alchimie entre les acteurs et tout. Moi, je trouve Galactus impressionnant quand même, mais je suis d'accord sur un truc, je crois pas que tu l'as dit, mais tu l'avais dit dans l'épisode, c'est l'alchimie sur les pouvoirs, voilà, où il faut pas vraiment de combinaison entre les pouvoirs, la représentation elle-même de tout ce qui est les pouvoirs des 4 Fantastiques. C'est pas génial, il y a pas vraiment de scènes qui ressortent. Là où dans un Avengers par exemple, voilà, on avait des combos entre les personnages qui étaient super et qui ont marqué un peu tout le monde. Et c'est vrai que là ça manquait de ça alors qu'on est sur un film d'équipe, quoi. Et ouais, le meilleur film d'équipe de l'année du MCU, c'est Thunderbolt, pardon, et pas les 4 Fantastiques. Donc c'est un peu dommage pour celui qui se présentait comme peut-être le meilleur projet pour cette année du MCU et le film qui allait relancer un nouveau après le rachat de la Fox, parce qu'on se disait voilà, ils vont racheter la Fox, bah ça y est, ils vont faire les 4 Fantastiques, ils vont faire les X-Men, ça va être incroyable. Et c'est vrai que les Fantastiques, c'est un peu décevant. Donc j'espère comme toi, que les X-Men, ce sera cool. Après, on verra la suite du MCU. Moi, j'ai de l'espoir pas mal au Spider-Man de Stan Cretton, de Daniel Destin Cretton. Voilà, je pense qu'il peut être très cool et assez différent de la trilogie qu'on a eu de Tom Holland, de John Watts. Donc j'ai pas mal d'espoir en celui-là. Après, oui, les deux d'après, les deux Avengers, ça va être full fan service. Donc là, faut pas s'attendre à vraiment un renouveau, je pense, mais on verra quand ça va un peu soft rebooter l'univers, quoi. Ouais, bah voilà, écoute, après, bon, le MCU, c'est comme ça. En ce moment, moi, ça m'enchante pas vraiment, mais après, on espère Brand New Day, on espère que Doomsday, voilà, l'année prochaine, voilà, ça va marcher de toute façon. On en parlera dans nos attentes, de toute façon, 2026, on en parlera beaucoup plus longuement. Mais voilà, on respecte la règle d'un film du MCU par an dans les flops. Donc voilà. Ah oui, on avait mis Deadpool et Wolverine l'année dernière. J'avais mis Deadpool et Wolverine et il me semble que l'année encore d'avant, j'avais mis, je sais plus, je me souviens plus, je me souviens plus du tout. Mais bref. Quantumania, je pense. Ah ouais, putain. Je crois qu'il était pas sorti Quantumania à ce moment-là, si. Oh putain, je sais plus. 2023, bah. Ah si, bon, bah si, j'ai sûrement mis Quantumania s'il était là parce que c'était vraiment horrible. Et bon, bah voilà, c'est notre avis sur le top 10 de ce top, les 4 Fantastiques. Est-ce qu'on passerait pas au top 9, Ista? Oui, on peut y aller. Valeur sentimentale de Joachim Trier, c'est moi qui l'ai mis dans le flop 9 parce que bon voilà, attends, déjà je vais résumer peut-être parce que c'est peut-être pas le film le plus connu. En gros, c'est un film de Joachim Trier qui est norvégien et qui a eu beaucoup de prix. Voilà, il a eu 8 nominations là aux Golden Globes, il a eu le Grand Prix au Festival de Cannes. Et ouais, bon, en gros, c'est l'histoire d'une famille bourgeoise où le père et la fille sont complètement déconnectés et en gros ne communiquent plus, se haïssent parce que le père est un grand réalisateur, un ancien grand réalisateur de son pays, et en gros il a écrit un nouveau film dans lequel il veut qu'elle interprète un rôle, et voilà, c'est l'histoire, c'est est-ce qu'ils vont se rabibocher ou pas. Et moi, je vais le dire, Joachim Trier, j'ai rattrapé son cinéma parce que je le connaissais pas, donc j'ai vu plusieurs de ses films, et bah j'aime pas du tout son cinéma en fait. C'est vraiment, je trouve que c'est un réalisateur vraiment vraiment surcoté pour le coup, parce que je trouve que dans ces films, il y a des persos mais qui sont hyper archétypales et je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ces personnages qu'il a, quoi. Par exemple, le film qu'il avait fait avant, qui s'appelle Julie en 12 chapitres, il avait fait beaucoup parler, vraiment, hein, pour le coup, qui était déjà avec l'actrice, qui est l'actrice principale de Valeur sentimentale, Renate Reinsve, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est dur à dire pour les francophones. Et en fait, dans Julie en 12 chapitres, j'ai trouvé que c'était un film parfaitement inoffensif, en fait, qui est tellement creux, tellement vain, où en fait, il y a ce personnage principal qui est tellement vide, et qu'en fait tout le monde qui regarde peut projeter à peu près n'importe quoi sur ce personnage-là, et ces films sont d'une lisseur. Moi je trouve qu'ils sont tellement lisses, ces films, quoi. C'est-à-dire qu'il ose jamais vraiment égratigner ces personnages, ils osent jamais vraiment être méchants, alors qu'en plus c'était le titre, j'adore, de Julie en 12 chapitres, le titre original c'est The Worst Person in the World, genre la pire personne du monde, et en fait tout est très lisse, quoi, tout le temps, quoi. Et moi c'est un cinéma qui me parle vraiment pas du tout, et là c'est pareil pour Valeur sentimentale, quoi. C'est-à-dire que les persos, il n'ose jamais les dépeindre d'une manière où il va les écratiner, ils sont toujours à leur avantage. J'ai l'impression qu'il veut jamais susciter une antipathie totale pour ces personnages, et moi je trouve que ça se ressent vraiment dans le personnage de
Stellan Skarsgård, que je trouve qu'il est un acteur formidable. Hein. Stellan Skarsgård, je le trouve vraiment bon même dans le film, hein, parce que c'est Stellan Skarsgård, il joue toujours bien, etc. Et voilà, il y a pas de problème. Mais en fait, il est pas vraiment méchant son personnage. C'est-à-dire que globalement, il y a plein de personnages qui le détestent, mais je ne ressens jamais pourquoi vraiment en fait les personnages détestent ce type-là, quoi. Parce que et même les persos féminins, moi, je trouve que c'est un, j'ai fait le dire, mais c'est un peu un film un peu misogyne, je trouve que les persos féminins sont toujours rattachés à des hommes et c'était pire, je trouve, dans Julie en 12 chapitres. Là, je trouve que c'est peut-être un peu mieux, mais c'est toujours des persos féminins hyper lisses, quoi, et des espèces de films de bourgeois qui sont vraiment faits pour des bourgeois, c'est-à-dire que les personnages sont des bourgeois, les lieux, ça se passe dans les lieux bourgeois. J'ai des images de Stellan Skarsgård avec les Fanning là au festival de Deauville sur la plage avec leur champagne et tout, enfin vraiment oui. c'est moi c'est des moments qui m'ont extrêmement gêné, quoi. Et même tous les enjeux en fait, et c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui se voudrait universel sur des relations familiales, sur des conflits familiales, mais en fait ça se concentre sur des problèmes hyper spécifiques de bourgeois en fait techniquement, où en fait on a un père qui est réalisateur, enfin qui est réalisateur et à cause de ça sa fille qui travaille dans le théâtre, qui est actrice de théâtre, s'entend pas avec elle, enfin oh mon Dieu, j'ai des problèmes de communication avec mon père, le grand réal bourgeois, quoi. Enfin, c'est un peu ça que m'évoque le film. Enfin, j'ai vraiment, enfin, ce genre de film-là, je ne comprends pas pourquoi il y a un tel, il y a un tel attrait pour ces films-là, parce que le film est quand même, il y a une super note sur Letterboxd. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, il est très plébiscité par la critique comme le public, hein, vraiment. C'est vraiment pas, là, je pense que même il est capable de créer des surprises, là, dans les cérémonies de récompense qui arrivent. Et moi, je trouve qu'en fait, le film est terriblement premier degré, quoi. Genre, c'est abusé à quel point, enfin, tous les dialogues, l'écriture, en fait, du film est hyper appuyée et surécrit. Enfin, je trouve que le film manque terriblement de second degré pour le film que c'est, quoi, je trouve, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une histoire que je trouve extrêmement calibrée, quoi. Ce genre d'histoire, finalement, je l'ai vu plein de fois. Et je comprends pas ce que les gens voient dans ce film qu'il n'y a pas eu avant, quoi. Est-ce que la fille va se réconcilier avec son papounet? La réponse, tu peux la trouver très rapidement. Dans les 15 premières minutes du film, tu peux savoir très, très vite où le film va aller. Enfin, je trouve que c'est des films extrêmement balisés. Franchement, dès les 15 premières minutes, j'ai fait, ok, le film, ça va être ça. Et puis le film, c'est ça, quoi. Et ça dure sur 2h15. 2h15, le film, il est tellement long pour ce qu'il raconte, quoi. Et alors, moi, le truc que je déteste, c'est le niveau de pathos du film. Le niveau de pathos. Je comprends même pas comment les gens l'ont pas relevé, quoi. Oui. Tout le monde chiale. Tout le monde chiale tout le temps pour faire. Il y a une envie de te faire chialer dans ce film, quoi. Avec la petite musique au piano tout le temps, là, pendant tout le film, là. Moi, je trouve que c'est tous ces effets insupportables, quoi. Il y a une scène avec Elle Fanning où elle lit le scénario et chiale. Elle chiale sur le scénario. Il y a des gens qui l'adorent, hein. Mais oui, il y a des gens qui adorent. Alors que Elle Fanning, c'est pas une actrice que je déteste, mais dans ce film, c'est pas que son personnage, il est très creux. Enfin, voilà, c'est pas comme si c'était, je trouve que c'est pas vraiment un super personnage. Mais elle pleure sur le scénario, alors que le scénario, il a pas l'air si fou, son scénario. Franchement, avec des dialogues clichés et tout qu'elle lit, et elle est en train de pleurer et tout parce qu'il y a tout un rapport à l'art, en fait, parce que le père, il a écrit un scénario, et en fait, dans le scénario, en fait, c'est un rapport à sa fille, à sa femme, mais peut-être aussi à sa mère, et voilà, qui se mélange. Et en fait, Elle Fanning, elle se reconnaît, en fait, dans la mère ou la fille de Stellan Skarsgård. Oh là là, c'est d'un mièvre. Franchement, c'est d'un mièvre où j'ai l'impression que tous les personnages chialent pour que toi tu chiales, mais je sais même pas pourquoi j'ai vraiment des raisons de chialer, quoi. Le film, ça s'appelle, c'est triste, mais le film, ça s'appelle Valeurs sentimentales, mais moi, je ressens rien, quoi. C'est-à-dire que je suis à distance de tout ça, quoi. Et en termes de mise en scène, oui, le film est pas trop mal, quoi. Mais il y a des trucs quand même décevants, c'est-à-dire qu'il y a ce truc sur la maison familiale, en fait, qui était intéressant peut-être au début, qui se transmet, en fait, de génération en génération pour parler de la famille, mais tout ça, je trouve ça un peu survolé. Et en fait, le film, moi, je trouve que là, il est bon, c'est dans les rares tentatives d'humour, en fait, où finalement, là, en fait, le second degré fonctionne de fou. Il y a quand même ce moment qui est un peu devenu un mème où Stellan Skarsgård offre à son petit-fils, ou je sais plus, son petit cousin, j'en sais rien, Irréversible de Gaspard Noé, et des DVD comme ça qui sont pas du tout appropriés à son âge. Et là, j'avoue que c'est un peu drôle, quoi. Et même dans ses autres films, l'humour marchait plutôt bien, même si je trouve ça trop rare. Enfin, vraiment, il y a des avis dithyrambiques sur le film. Je suis un petit peu dépassé, moi, personnellement, Ista. Bon, là, j'ai fait un tunnel où j'ai défoncé le film, mais c'est pas le pire film de l'année, hein, voilà, hein, mais vraiment, je comprends pas ce qu'il faut aussi haut dans le top des gens, etc. Bon, voilà, quoi. Moi, j'ai pas adoré, j'ai pas détesté non plus. En fait, je l'ai regardé et il m'a regardé. Parce en vrai, c'est plutôt bien filmé. Il y a quelques scènes que j'aime bien, moi. J'aime bien le début au théâtre, là, où elle panique et tout. Ça, je trouvais ça pas mal. Je me suis dit, ça va peut-être parler d'un truc intéressant. Mais après, ça part sur ce que t'as dit et ça devient, ultra pathos de fou. Mais je trouve ça assez plat. T'as dit déjà vu. Effectivement, c'est des bourgeois qui ont des problèmes de bourgeois tout le long. Par contre, je trouve que c'est plutôt bien réalisé.
Ça a pas mal de gueule à certains moments. Et moi, j'avoue que la scène de fin avec le tabouret, le fameux, voilà, avec le tabouret et la pièce et tout, ça m'a un peu pris, tu vois. Là, C'est un peu tard quand même. Mais c'est la fin du film, c'est vraiment les 5 dernières minutes du film. Donc oui, le problème, c'est que c'est un peu tard. Après, à côté, les acteurs jouent bien. Enfin, après, en fait, il y a pas de problème dans le film. C'est pas horrible comme t'as dit, mais c'est juste osef, quoi. Moi, j'ai juste trouvé ça osef, en fait. C'est un peu ça qui comme j'ai dit, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qu'il y a de vraiment innovant ou de trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire de ce genre de récit. Enfin, vraiment, je ne comprends pas, quoi. Après, j'ai écouté des gens en parler, etc., mais ça m'a jamais convaincu vraiment du tout du film. Il y a des gens qui adorent le film, etc., ils le déclament, mais oh là là, moi j'ai trouvé ça d'un ennui, vraiment. Ouais, puis il y a même des plans qui servent à rien, là, le fameux plan où ils sont sur un fond noir et qu'ils mettent les 2 filles et la tête de ça, en plus, c'est franchement, ça, c'est des trucs, non, moi, je déteste ces effets-là et tout, là. Artistique, machin. Où, en fait, tous les personnages de la famille se confondent, etc. Enfin, c'est horrible. Ça, c'est ce moment-là, il est horrible. C'est un des pires moments du film, je trouve. Oui, clairement. Ouais, je trouve aussi. Je trouve je vois même pas ce que ça raconte, en fait, Après, pour le coup, bon, voilà, peut-être que des gens, voilà, ils vont kiffer le film ou je sais pas, mais bon, nous en tout cas sur moi ça m'a pas marché du tout, donc moi c'est pas mon film de l'année non plus. Oui, c'est compréhensible, et moi encore moins. Et bon, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire sur Valeurs sentimentales de Joachim Trier, et on va passer au top 8. Je vais voir le magicien. Wicked for Good de John M. Chu, voilà la suite de Wicked for One. Non, c'est pas du tout Wicked for One, mais voilà, c'est la suite tant attendue de Wicked. Le premier avait cartonné, et toi t'avais plutôt aimé le premier film, et là en fait il se retrouve dans ton flop de l'année Wicked for Good, il se retrouve même à la 4e place, juste avant le podium. Qu'est-ce qui s'est passé, Star? Ce qui s'est passé, c'est que c'était pas très bien. Donc voilà, c'était très décevant. Il y a un problème, c'est qu'il y a toutes les bonnes chansons sont dans le film d'avant. Donc déjà, il y a un problème. Ce délire de faire des origin story de tous les personnages du Magicien d'Oz, c'est imbuvable au possible, quoi. En fait, cette obligation de faire le lien avec le Magicien d'Oz, quoi, obligé, je trouve que ça, en fait, ça parasite, voilà, ça parasite ce film, je trouve, dans ce que ça raconte, même si je sais qu'il adapte ce qui est raconté dans la pièce de théâtre, enfin, la comédie musicale, mais bon, je trouve quand même que ça parasite le récit du film. J'ai trouvé ça assez décevant. En vrai, je commence à plus trop me souvenir du film, mais allez écouter notre épisode. Voilà. Parce que je me souviens plus beaucoup du film, en vrai. Je t'avoue, déjà là, alors que c'est sorti. Ouais, c'est tellement le bordel, peut-être le film aussi, que je me souviens pas de grand chose. Ouais, je crois aussi. C'est un gros bordel. Et puis, voilà, pour dire une chose positive, c'est que l'alchimie entre Ariana Grande et Cynthia Erivo, elle marche toujours. Ça, y a pas de problème. Mais moi, je trouvais qu'on les voyait pas assez ensemble dans le film. Et qui force quand même pour les mettre ensemble, mais au final, on les voit quand même pas beaucoup interagir entre elles, je trouve. Et donc, moi, ça m'avait beaucoup déçu. Voilà. En tout cas, pour moi, il est largement pire que le 1. Le 1 était une bonne surprise parce que je n'entendais rien et je me suis dit, mais je m'attendais à une catastrophe. Et au final, j'avais été plutôt surpris. Et là, j'étais énormément déçu. Et vraiment, c'est pas un film que j'ai envie de revoir, quoi. Ouais, je vais pas m'attarder dessus non plus parce que déjà on a fait un épisode qui a pas si longtemps que ça, il y a un mois donc dessus, donc voilà, c'est assez frais quand même. Après, il y a beaucoup de gens, parce qu'on avait fait des TikTok et tout vis-à-vis du film, qu'on dit mais en fait c'est la comédie musicale, c'est pareil dans la comédie musicale, etc. C'est pas mon problème, d'accord? C'est que la comédie musicale, c'est pas pareil. Si vous coupez mal vos films, je sais pas, il faut adapter, il faut faire des choix, tu vois. Ils étaient pas obligés de faire 2 films, ils étaient pas obligés de couper en 2 et de reprendre des trucs qui étaient pas bien dans la comédie musicale pour leur mettre ici. Enfin, moi, je trouve que c'est pas du tout un argument, acceptable, ce genre de truc, parce que moi, franchement, Wicked for Good, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un bordel narratif comme j'ai rarement vu au cinéma là cette année, quoi. C'est-à-dire que mais le nombre de va-et-vient narratifs interminables. Je rappelle que le film dure quoi, 2h20, un truc comme ça. Enfin, il dure quand même un petit moment, quoi. Et t'as des va-et-vient entre Ariana Grande et Cynthia Erivo qui sont tellement moins fluides et organiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont compris que c'était ça qui marchait vraiment dans le premier film, c'est-à-dire que cette alchimie entre Ariana Grande et Cynthia Erivo, c'est même ce qui m'a fait pas détester le premier film. Je suis pas fan du tout du premier film, mais il y avait quelque chose quand même entre eux qui se jouait, entre leur acting et
amitié qui est vraiment sincère, qui transparaît à l'écran. Sauf qu'ici, ils sont censés être séparés la plupart du temps. Et j'ai l'impression qu'ils forcent les rencontres, en fait, entre les deux personnages, quoi, tout le temps. Et des fois, ça n'a aucun sens, quoi. Il y a des passages où, en fait, les personnages se détestent. Et puis, en fait, après, ils se rejoignent. Puis après, se reséparent. Puis se revoient. Puis se reséparent. Oui, c'est qui vrai. n'ont aucun sens dans le film. Et enfin, le film, il est ponctué de problèmes narratifs comme ça, avec des twists, mais des twists nuls. Mais des twists nuls de fanservice qui sont insupportables parce que, en fait, je crois que c'était déjà le cas dans la comédie musicale, mais le film comble tous les trous vis-à-vis, en fait, du film original de Le Magicien d'Oz de 1939, je crois, où, en fait, ils vont te donner l'origine story du Tin Man, de l'homme de paille, du lion là, du lion qui a peur tout le temps. Et en fait, c'est fait d'une manière qui est tellement forcée et pas organique, quoi, pour tous ces personnages-là, que en fait, bah, je commence à m'en foutre. En fait, de ces personnages-là, je commence à m'en foutre totalement de cette histoire, quoi. Et pour le coup, je sais que c'est sûrement la même chose dans la comédie musicale, mais bon, voilà, quand c'est adapté, c'est vraiment décevant, quoi. Et de toute façon, j'ai l'impression que le film déçoit aussi pas mal parce que à part enfin le film va cartonner et tout, hein, mais il y a pas de problème, mais on s'attendait tous à ce qu'il fasse au moins autant que le premier film et en fait pas tellement, tu vois. Le film là il va faire je crois 600 millions max, donc il ferait au moins 150 millions de moins et je pense que oui il est beaucoup moins re-regardable, tout simplement parce que je trouve que le film il est beaucoup moins bien géré narrativement et surtout les chansons sont pas si marquantes, quoi. Ils sont pas si marquantes que le premier film qui avait des chansons entraînantes et tout, la Defying Gravity, les gens l'ont bien retenu. Ici les chansons déjà je les trouve interminables. Quand il y a une séquence de chansons, je peux te dire que t'en as pour si tu l'aimes pas, tu l'as pour longtemps. Et je me souviens d'aucune des chansons de ce film, hein. Vraiment, je n'ai aucune idée de ce qui s'en passe. Et en plus, la mise en scène de ces chansons est assez pauvre, quoi. Et déjà C'est pas ça. Déjà dans le premier, je trouvais que c'était limité, mais là c'est encore pire, quoi. Il y a une chanson où Cynthia Erivo, elle est assise et elle chante, et il y a juste un plan sur elle qui chante, et elle chante très bien. Enfin bref, voilà, ça m'a, voilà, je dirais pas que c'est une déception parce que je l'attendais pas spécialement le film. Après c'est pas moi qui l'ai mis dans mon flop, mais c'est clairement une déception vis-à-vis du premier film, quoi, ce que le premier film amorçait. Et oui, je me souviens des twists horribles à la fin où le magicien d'Oz, il y a un twist. Une révélation en fait sur lui, sur son passé, sur le passé de Cynthia Erivo qui arrive comme un cheveu sous la soupe. Et En fait, en parlant, je me rappelle de ce truc, mais oui. mais ça arrive tellement ponctuellement, tellement de manière hyper rapide que t'as même pas le temps de t'attarder dessus. Et de toute façon c'est nul et oui, de toute façon la scène elle est moche parce qu'il y a un rajeunissement numérique qui est pas très beau, quoi. Enfin voilà, mais bon, Ariana Grande joue toujours bien, mais voilà, quoi. Ouais, non, ça c'est vrai. Puis je me souviens aussi qu'en fait ça met 1 heure à démarrer et que moi j'étais en mode mais ça va démarrer quand ce film là, parce que c'était assez l'enfer avant que l'histoire démarre vraiment, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait on sent qu'ils ont étiré le truc, quoi, parce que la comédie musicale en tout elle dure beaucoup moins longtemps et là ils ont pas grand chose à raconter et du coup là ils l'étirent, je crois, comme pas possible, quoi. Oui, parce qu'ils ont rajouté des chansons originales qui ne sont pas dans la comédie musicale. Donc effectivement ils auraient peut-être pu faire un film de 3 heures, 2h50 peut-être, mais en fusionnant les deux, quoi, et ça aurait peut-être pu se faire, quoi. Mais ouais. Moi, c'était une déception, même si c'était pas ma grosse attente de l'année, mais ouais, je suis quand même déçu, quoi. Voilà, je trouve que j'aurais aimé avoir une bonne surprise et non, c'était pas bien. Voilà, c'était notre avis sur Wicked for Good et je te propose de passer au top 7. Tout commence par quelque chose de magnifique. Bugonia de Yorgos Lanthimos, voilà le réalisateur de La Favorite, de Mise à mort du cerf sacré, de Lobster, et pour Things, voilà, qui était sorti il y a 1 an ou 2, je sais plus. Enfin bref, voilà, qui revient avec Bugonia. Alors Bugonia, c'est l'histoire, on va dire, de 2 personnes, de Jesse Plemons et son cousin, qui vont kidnapper Emma Stone, qui est une CEO réputée d'une grosse entreprise et qu'il soupçonne d'être une alien. Et voilà, il va la kidnapper, la mettre dans sa cave pour lui poser plein de questions. Ce film est le remake techniquement d'un film original qui était sorti au Japon, je crois que c'est un film japonais qui s'appelle Save the Green Planet, qui est un film que j'ai vu, qui est un film vraiment loufoque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un film qui part ça part complètement en couille, dans le sens où à la fin t'as quand même des scènes de kung-fu avec des effets de style ultra criards, etc. Enfin c'est un film japonais complètement abusé, etc., qui est un peu jouissif sur ces trucs-là. Mais bon, voilà, j'ai contextualisé le film, mais c'est toi, Ista, qui l'as mis dans ton flop, parce que toi, tu n'aimes pas spécialement Yorgos Lanthimos, parce que voilà, pour Thing, t'étais déjà pas fan. Et là, voilà, Bugonia, tu l'as mis dans ton flop de l'année. Pourquoi ? J'ai un problème avec ce film dans le sens où je sais pas
qu'est-ce que veut me faire comprendre le réalisateur? Est-ce qu'il veut me faire rire? Enfin, j'ai l'impression qu'il veut me faire rire, mais moi, je suis très mal à l'aise devant le film. Alors, je sais pas si c'est peut-être voulu aussi, mais moi, franchement, j'étais pas bien devant le film. Ça m'a vraiment foutu. Ouais, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, quoi. Je sais pas, tout ce truc là des complotistes un peu chelous, mais je sais pas, les scènes de torture et tout. Moi, ça me débecte un peu, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme ça où j'étais un peu en mode j'aime pas ce qui se passe à l'écran, je me sens pas bien devant ce film. C'est vraiment, moi, c'était assez horrible, et voilà, pour moi c'était un visionnage compliqué, vraiment. Voilà, la scène de la chaise électrique, j'ai voulu arrêter le film. Voilà, j'ai vraiment eu ce truc un peu que j'ai eu avec notamment en fait, ça m'a fait penser à ce que j'avais ressenti devant Triangle of Sadness, où j'ai arrêté le film au milieu dans la scène du bateau où tout le monde devient malade et voilà, il se passe des trucs dégueulasses. Bah là, j'ai eu un peu le même ressenti, quoi, et j'ai vraiment voulu arrêter à ce moment-là. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise, et donc j'ai quand même tenu jusqu'à la fin. Mais ouais, moi j'ai détesté ce film, et je pense que c'est un film de toute façon qui est hyper clivant. Il y a moyen peut-être que soit t'adores, soit tu détestes. Moi, c'est souvent comme ça avec Yorgos Lanthimos, et moi ça me parle pas. Moi, je suis pas bien devant ces films, et c'est pas forcément une sensation que j'ai envie d'avoir pendant un film, en tout cas pas pendant 2 heures, quoi. Voilà. Bah après, Yorgos Lanthimos, pour le coup, c'est vrai que c'est un cinéaste qui veut vraiment mettre mal à l'aise, quoi. Vraiment, qui est un cinéaste du malaise, vraiment, quoi. Après, pour le coup, là, je trouve que c'est son film le plus accessible, je trouve, de Yorgos Lanthimos, en certains sens. Après, moi, j'ai été déçu, entre guillemets, par le film, parce que je suis pas un gros fan de Yorgos Lanthimos. Il y a des films que j'aime bien, Mise à mort du cerf sacré, etc. Mais il y a aucun de ces films que j'adore vraiment, quoi, tu vois, non plus. Et là, j'avoue que peut-être qu'il y a une petite rupture entre moi et Yorgos, parce que c'est le film que j'ai le moins aimé depuis un moment, en tout cas de Yorgos Lanthimos. Parce qu'en fait, bah, déjà, j'ai vu le film original. Et je pense que je suis aussi assez biaisé par le film original, dans le sens où il y a un petit mystère, hein. Le mystère du film, c'est de savoir est-ce que Emma Stone, c'est vraiment une alien ou pas, quoi, une extraterrestre ou pas, quoi. Même si je trouve que le film, bon voilà, tu sais que t'es chez Yorgos Lanthimos, tu devines assez rapidement si oui ou non il y a une extraterrestre ou pas, quoi. Mais bon, en fait, je trouve que le film original arrivait mieux à maîtriser les changements de ton, c'est-à-dire qu'on passait de scènes complètement loufoques, humoristiques, à des scènes un peu glauques, etc. Et je trouve que l'humour marchait beaucoup mieux, quoi, mais aussi toute la tension, quoi. Et donc je trouve que le film original est quand même mieux que le film de Yorgos Lanthimos. Après, j'aime bien Emma Stone, en fait, chez Lanthimos, j'aime beaucoup, en fait, parce qu'elle fait des personnages qui sont pas on va dire que je retrouve pas partout, et même chez elle, quoi. C'est des persos assez uniques, quoi. Et les deux personnages sont assez impeccables dans leur interprétation, à savoir Jesse Plemons et Emma Stone. Voilà, ils sont vraiment bien représentés, en fait, par les acteurs. Et j'arrive vraiment à croire au personnage, quoi. C'est-à-dire qu'Emma Stone, elle est vraiment super dans le fait d'instaurer même un petit doute, etc. Et je trouve qu'ils sont assez nuancés dans leur jeu. Et même la bascule d'empathie, je trouve que c'est ça qui marche au début, en tout cas du moins dans la première partie. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on est un peu du côté d'Emma Stone, mais après, d'un autre côté, on est un peu du côté de Jesse Plemons. En fait, au début, je trouve que ça marche plutôt bien, mais en fait, je trouve que le film tourne très vite en rond, quoi. C'est-à-dire que je trouve que le film est très long, aussi, ouais. Trop long, je trouve, pour ce qu'il est, et il tourne à vide, en fait. Voilà. J'ai l'impression que, en fait, au milieu du film, il se perd un peu avec son propos écolo sur les complotistes, etc. Je trouve que ça part loin et ça se dilue beaucoup, et moi, j'ai vraiment décroché vraiment au milieu du film, quoi. Et ouais, je trouve que c'est un film qui est très lourd, en fait, comparé à l'original, quoi. C'est-à-dire qu'il en fait des caisses, quoi. On te parle, il te rajoute des couches et des couches sur les personnages, et à un moment où on te fait comprendre que Jesse Plemons, il a subi des abus sexuels, et je trouve qu'il essaie de te rajouter de ce genre de trucs, de manière un peu artificielle dans le film, quoi. Et le film de base, comme j'ai dit, il est vraiment absurde, en fait. Et là, il en fait un film hyper lourd, et je trouve que bon, je sais pas si ça se sied vraiment, surtout pour un film aussi long, et surtout que sa mise en scène, pour moi, commence vraiment à tourner en rond à Yorgos Lanthimos. C'est-à-dire qu'il a une utilisation des courtes focales et ses panoramiques, voilà, dans le film, qui fait depuis pas mal de films, depuis La Favorite, je crois, il fait ça, ou peut-être Mise à mort du cerf sacré, je sais plus exactement. Quand est-ce qu'il a commencé à faire ça, où on a l'impression, en fait, d'assister à une sorte d'expérience, tu vois, de regarder dans une espèce de Judas tout le temps, tu vois, d'observer, et je comprends que ça fonctionne, etc., mais au bout d'un moment, je me dis, c'est le 5e film qu'il utilise avec ce procédé de mise en scène, et en fait, moi, ça me surprend plus. Et c'est le problème, en fait, de ce film-là, c'est que, en fait, quand je vois le film, je le vois se dérouler, et je crois que ça y est, j'ai atteint ma limite avec Yorgos Lanthimos. C'est en mode, en fait, je le vois dérouler son programme. Surtout qu'en fait, il enchaîne les films, là, faut savoir, Yorgos Lanthimos, depuis quelques années. C'est ça aussi. Il les enchaîne, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en pilotage automatique, et
ouais, ne me surprend plus du tout, quoi. Et je trouve que surtout qu'il s'est très assagi, en fait, avec le temps. Parce que toi, ça a marché sur toi. J'étais assez surpris de dire que le malaise, etc. Mais après, je peux comprendre. Puis c'est-à-dire que, moi, je trouve que c'est vraiment un de ses films les plus accessibles, je pense. Et je trouve pas qu'il instaure autant. Ah, je pense que pour film, c'est plus accessible quand même. Non, Je sais pas, quand même, pour film. Je sais pas, moi en tout cas j'ai pas ressenti ça parce que je trouve que pour film il y a un truc avec le personnage de Emma Stone qui fait que c'est vraiment malaisant en fait dans plein de situations quoi en fait pour le coup. Je trouve que le film instaure pas autant le malaise que beaucoup de ses films d'avant quoi. C'est celui où je ressors le moins là où Canine à l'époque bon là c'était vraiment film de festival indé où là c'était vraiment malaisant, ça parlait d'inceste, enfin vraiment c'était très très spécial. Voilà, même Lobster et Mise à mort du cerf sacré, moi je trouve que ça mettait quand même très mal à l'aise. Là, je trouve que le malaise, il est pas très poussé. C'est peut-être un côté à cause de la mise en scène. Et même, je trouve qu'il est même assez grossier dans certains moments. C'est-à-dire que l'original était très graphique tout du long, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs un peu horrifiques, etc. Et montré de manière parfois un peu fun. Voilà, ça pose peut-être quelques problèmes. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une explosion de sang vers la fin qui est un peu gratuite, qui est là vraiment pour choquer, j'ai l'impression. Et même la mort d'un personnage, par exemple, qui me semble pas du tout faire sens, en fait, dans le film. Voilà, je vais pas révéler. Mais ouais, enfin, je trouve que même la fin qui me déçoit beaucoup, en fait, et avec ces plans finaux qui sont interminables et tellement peu subtils sur la nature, etc. Enfin, c'est une petite rupture pour moi et Yorgos, je pense, ce film-là. Après, je crois que là, il a pas de film prévu avant un moment. Donc bon, voilà, le temps qu'il se ressource. Je crois. Après, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais moi, je crois que je préférais même Kinds of Kindness l'année dernière, qui était beaucoup moins parfait, quoi, en vrai, on dit dans l'idée, mais je trouvais qu'il y avait des segments qui me stimulaient beaucoup plus. Bon, voilà, là, ça a défilé un peu devant moi et je me suis surtout ennuyé, voilà, plutôt qu'autre chose devant ce film de Yorgos Lanthimos. Voilà. Et voilà, Ista, est-ce qu'on passerait pas au top 6 ? Si des robots aident des humains, Ça part en cacahuète. Sans vous offenser. je commence à avoir l'habitude. De Electric State, voilà, des frères Rousseau, voilà, qu'on adore. Et bah c'est moi qui l'ai mis, je l'ai mis assez bas en plus, hein, dans mon flop, parce que bah il mérite, et parce que j'aime bien mettre un film de plateforme, voilà, pour un peu répertorier un peu ce que les films de plateforme peuvent nous sortir. Voilà, Electric State, qui est un film Netflix, voilà, des Rousseau sur un livre d'un roman graphique, en fait, voilà, qui est sorti il y a quelques années, dans lequel ils ont un peu mis les doigts dessus, les Rousseau. Et bah, c'est vraiment la représentation pour moi de la déliquescence des grosses productions Netflix d'action, quoi. C'est-à-dire que le film a coûté 320 millions de dollars. Voilà, c'est assez fou. Et en plus, le film, et là, je suis plutôt content, parce que ce genre de film, à chaque fois, on nous dit que ça cartonne. Et là, pour le coup, je crois qu'ils sont pas très contents des chiffres Netflix, parce que je crois qu'il a pas tant marché. Et là, je suis très content. Mais en fait, il y a des gens enfin, je l'avais dit dans ma critique, qui ont peur que les IA prennent le contrôle des films, mais moi je crois qu'ils sont déjà là, parce que quand tu regardes ce genre de film, tu te dis mais c'est pas possible que c'est des humains qui ont écrit ça, quoi. Parce que moi je trouve que ça se sent dans l'écriture du film, dans les choix de casting, en fait tous les choix du film, ça sent l'IA, alors que peut-être que c'est pas vraiment l'IA, mais en tout cas ça sent l'algorithme, peut-être plus que l'IA, mais en tout cas ça sent l'algorithme Netflix. Mais ça m'étonnerait pas qu'un jour on se dise, on nous sorte que oui, en fait l'IA nous a aidé à faire ce film, quoi. C'est-à-dire que on va te prendre qui ? On va te prendre Chris Pratt pour faire une espèce de sous-Star-Lord. Et là, faut ouvrir, je pense, le débat sur certains acteurs, parce que Millie Bobby Brown, j'y viens juste après. Mais c'est-à-dire que Chris Pratt, au bout d'un moment, sa carrière, c'est de faire Chris Pratt, de faire Star-Lord, mais décliné en moins bien, quoi. Et tu te fais, mais c'est bon, quoi, en fait, mec, j'en peux plus de te voir dans ces rôles-là, dans ces rôles nuls. Et vraiment, son personnage dans le film, il est insupportable, je trouve, avec ses blagues nulles. C'est fou, quoi. Et Millie Bobby Brown, qui est devenue l'égérie Netflix, et elle en est fière, hein. C'est une catastrophe. Enfin, moi, je trouve qu'elle joue pas si bien que ça, hein, dans Millie Bobby Brown dans le film, mais Chris Pratt aussi, hein. Mais voilà, je veux dire, Millie Bobby Brown, dans son rôle de jeune, là, qui est censé être rebelle, etc. Enfin, des rôles clichés mal écrits comme ça, là. Enfin, franchement, il y a pas de quoi être fier. On te reprend Giancarlo Esposito pour jouer le même méchant qui joue dans tous les putains de films depuis Breaking Bad. Enfin, je veux dire, mais c'est bon, quoi. Oui, c'est quoi tous ces choix, quoi. Même jusqu'au choix des chansons, le Wonderwall à la fin, il reste dans ma tête, moi. Je te le dis, moi. Le Wonderwall à la fin. Je l'avais oublié. Bah oui, t'as oublié. Bah moi, j'ai pas oublié, moi. Et en fait, le problème, c'est que c'est une prod Netflix, et dans les algorithmes Netflix, ils sont en mode, bon,
comment on va faire pour que les gens s'ennuient pas? Et ben on va faire du rythme tout le temps. Donc le film il est tout le temps rythmé, ça parle, ça fait des blagues, ça bouge tout le temps dans les prods Netflix. Et c'est un film qui refuse la contemplation ou de s'attarder sur quelque chose. Et si j'ai bien compris, le roman graphique a des images hyper marquantes, hyper poignantes. C'est un road trip en plus. Et il y a plein de thèmes de SF abordés tout du long et tout. Et en fait, le film refuse totalement d'être dans la contemplation, d'avoir des belles images, de, je sais pas, de te faire sentir le pays qui traverse, l'univers qu'il traverse, quoi. Enfin, je dis, mais franchement, les Russo, pour moi, ils confirment leur médiocrité de film en film. Et alors là, je crois que c'est leur pire film, hein. Je crois que c'est même pire que là, comment ça s'appelait, la merde avec Ryan Gosling, là. Greyman. The Greyman, voilà. Enfin, je dis, moi, les Russo, faut les enfermer. Faut les enfermer, c'est pas possible, quoi. Bon, là, ils vont faire les 2 prochains Avengers. Bon voilà, je sais pas, mais là en tout cas ils étaient pas là. Je sais qu'ils étaient là pour prendre le chèque là sur les 320 millions. Là ils étaient là, je suis sûr. Mais alors en termes de mise en scène, je sais pas s'ils étaient présents dans le film parce que c'est abusé quoi. T'as un univers de SF comme ça quoi, qui peut être hyper prenant et tu filmes rien, tout est plat, y a pas d'ampleur. Il y a une bataille finale. Oh la bataille finale, en même temps ils ont fait la bataille finale d'Endgame, donc voilà, mais donc tu te dis mais tout est, tu sais même pas où ils sont, tout est un champ on sait pas où ils sont, un champ de désert numérique nul, comme à la fin de Flash là, où tu sais même pas ce qui se passe, tu comprends rien, tout est moche, tout est mal monté, y a rien, tu comprends rien aux enjeux. Enfin c'est vraiment pour moi le film, c'est vraiment le symbole d'un espèce d'algorithme Netflix qu'on te met vraiment sous les yeux et qui est une catastrophe quoi, avec évidemment la surexplication digne des films Netflix, à savoir que toutes les 5 secondes, tous les 5 minutes, le personnage de Millie Bobby Brown ou Chris Pratt ou je sais pas qui est là pour t'expliquer ce que tu viens de voir ou ce que tu vas voir, parce que faudrait pas quand même que tu rates quelque chose quand tu vas chercher, quand tu vas aux toilettes ou que tu vas te faire repasser derrière quoi. Faudrait surtout pas que tu rates quelque chose quoi. Vraiment, c'est l'un des pires films Netflix que j'ai vu ces dernières années d'électricité. 320 millions, je le rappelle. Hein. Moi, ça me trouve toujours le cul quand même de dire ça. Après, oui, techniquement, les FX sont pas trop dégueux. Parce que par exemple, il y a 320 millions. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, 320 millions de dollars. J'espère que tes FX sont pas trop dégueux sur les robots. Et encore, je crois qu'il y a, c'est Mr. Peanuts. Voilà, qui le nom me fait rire, qui est un peu dégueu, quoi. Donc, et putain, il y a un casting, mais ils sont vraiment pris leur chèque, quoi. Il y a, Coleman Domingo, t'as Brian Cox qui fait un robot, quoi. Mais ils ont parti chercher Brian Cox, le pauvre, pour faire un robot où on reconnaît même pas sa putain de voix. Moi, c'est une catastrophe. Comme, il y a pas Woody Harrelson aussi? Non, oui, mais tu ne sais même pas qui joue, tu sais même plus qui joue, quoi, dans le film. Ouais. Mais, enfin, bref, moi, c'est une catastrophe, comme seuls les Netflix sait le faire, quoi. Et bon, voilà, Netflix vient de racheter Warner, donc, bon, il y a de quoi être un petit peu frileux. Mais toi, Ista, qu'est-ce que t'as pensé d'Electric State? Oui, moi je l'ai pas mis dans mon top, mais ça aurait pu être tellement, enfin dans le flop, mais ça aurait pu être aussi. En fait, c'est les productions Netflix qu'on a toute l'année. C'est dans la même veine que les Red One, Red Notice, tous ces trucs là, bien pétés là, bien nuls. Mais ça cartonne parce qu'il y a des gros castings à chaque fois, donc les gens regardent quoi, ils disent voilà. Mais c'est des films de plateforme. Après tu dis Netflix, mais tu sais même sur Prime Video il y a des films comme ça. Oui, non, mais en fait je dis, c'est vrai que je dis Netflix parce que c'est un peu eux qui ont imposé ça, ces genres de films d'action nuls avec Gal Gadot là aussi là, ou je sais pas quoi, la Charlize Theron et tout. Mais en vrai, effectivement, toutes les autres plateformes, ils en ont, c'est Amazon, ils en ont plein. Enfin, je les ai pas regardés. Avec Chris Pratt d'ailleurs, on a 2-3 avec Chris Pratt qui sont nuls, je crois. Il y en a qui arrivent là avec Rebecca Ferguson. C'est ça. Et même Apple TV, ils ont fait aussi De Gorge là cette année, qui était une catastrophe aussi, voilà. Qui est pas dans le flop, mais qui aurait pu être dans le flop, hein, De Gorge, hein, je veux le dire. Mais voilà, c'est vraiment des films horribles, quoi. Mais vas-y, continue ton avis sur le film. Oui, c'est ça. Non, mais c'est catastrophique. c'est nul. En vrai, c'est ultra plat. En fait, il y a rien, quoi. Et comme t'as dit, c'est comme ce qu'on a critiqué sur Mercredi ou sur les productions de Netflix en général. C'est le rythme. Faut pas que tu t'ennuies. Donc en fait, ils font en sorte que ça bouge tout le temps. Mais en fait, ça se pose pas beaucoup. Et en fait, ça pose pas tellement les enjeux et les personnages plus que ça. Ça les développe pas plus que ça. Et c'est ça passe devant tes yeux. Tu sais même. Enfin, franchement, tu peux oublier complètement en fait de quoi le film parle, puisque d'ailleurs le film ne parle vraiment de rien en vrai, tu vois, c'est juste l'univers de SF, c'est juste un décorum, quoi, pour mettre des robots et Millie Bobby Brown et Chris Pratt qui fait des blagues, quoi. Ouais, mais c'est vraiment dommage. Ce roman graphique est assez réputé, il me semble. Et ouais, en plus c'était un projet que les Russo ont envoyé depuis plusieurs années. Moi, j'en avais entendu parler depuis un moment. Ça y est, ça sort et en fait, tout le monde s'en fout. Déjà, c'est un peu triste parce que, comme t'as dit, ça a pas trop marché, quoi. Ils nous ont pas sorti les chiffres, je crois. Donc, ça veut dire que quand ça sort pas les chiffres,
c'est que c'est pas ouf, quoi. Et ouais, après, je pense que les Rousseau, en fait, faut les cadrer, quoi. Le problème de Netflix aussi, je crois que c'est un peu ça, c'est que les réals, ils les laissent un peu faire n'importe quoi. Et le problème, c'est que les Rousseau, ils ont besoin d'un producteur derrière. Je pense que c'est pour ça qu'avec le MCU, ça marche, parce qu'il y a Feige derrière, qui les guide, je pense, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu ce truc-là qui fait que peut-être avec dans le MCU, ça fonctionne. Mais quand eux, ils partent en roue libre derrière, c'est nul, quoi. Alors moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi je pense que c'est pas des bons réals, mais juste que dans le MCU, ce qui marche n'est pas de leur fait en fait. Enfin, je veux dire, et de toute façon on le sait qu'il y a beaucoup de films du MCU où en fait les réalisateurs, que le film soit mauvais ou pas d'ailleurs, hein, voilà, pour le coup, que ce soit bien, bah tu sais que c'est pas forcément eux qu'on fait. Enfin, il y a des scènes d'action d'Infinity War que je trouve pas trop mal. Je pense que c'est des artistes VFX et ceux qui s'occupent des scènes d'action qui ont géré ça. Je suis sûr que les Rousseau, enfin, quand tu les regardes en plus dans des scènes, voilà, moi j'aime bien Infinity War et je déteste pas Endgame, hein, mais quand tu vois les scènes d'intérieur, c'est quand même une rangée de champ contre champ sur plan moyen, etc. Bon voilà, il y a des acteurs et tout qui se répondent, mais eux ils ont pas du tout un talent de mise en scène ou quoi que ce soit en fait, les Rousseau, quoi. Pas spécialement, non, mais je sais pas, après ils fit bien comme, je trouve quand même que tu sais quand même quand c'est un film des Rousseau, je trouve, dans le MCU. Parce qu'il y a ce truc un peu combat viscéral qu'ils aiment bien faire et tout, qu'il n'y a pas dans les... Tu dis ça, mais dans Infinity War et Endgame, il n'y a plus ça, hein, du tout. Donc, je vois ce que tu veux dire, côté Winter Soldier, un peu, même, peut-être même un peu Captain America 3, mais déjà, je trouve que ça se dilue. Mais en fait, dans Infinity War Endgame, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est pas eux qui sont responsables des scènes d'action. On n'est plus du tout dans cette mouvance un peu brute, tu vois, au niveau des scènes d'action, quoi. Parce que, bah, de toute façon, il y a des extraterrestres de partout, des lasers, voilà, quoi. Ouais, mais je me dis que ils ont peut-être besoin d'être cadrés quand même, parce qu'eux, ils ont plutôt eu des succès dans les MCU, quoi. Donc bon. Alors qu'il y en a, ils ont fait des trucs et ça a pas pris, quoi. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, chez Netflix, ça va pas. Donc voilà. De toute façon, je sais pas s'ils vont refaire des films chez Netflix, parce que je suis pas sûr que ça a si bien fonctionné que ça, ni The Greyman, je sais pas. Si, ça a dû marcher, ça, je crois, mais bon. Ça dépend de ça. Ouais. Mais ouais, bah écoute, on verra. De toute façon, comme t'as dit, ils font les 2 prochains Avengers. Moi, je suis curieux quand même de les voir, les Avengers, là. Donc on verra, en espérant que ce soit mieux que The Electric State, quoi. Ah, franchement, s'ils font pire, là, franchement, je sais pas comment c'est possible, hein. Enfin, bref. Voilà, c'est notre avis sur 2 Electric State, et voilà, qui est pas très reluisant. Et on va passer au top 5. Car c'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Oui! There's no discharge in the war. 28 ans plus tard de Danny Boyle, la suite de 28 semaines et de 28 jours plus tard. On l'a tous les deux mis dans notre flop, toi un peu plus haut que moi. Toi tu l'as mis 9e, moi je l'ai mis 5e, je crois. Et du coup, bon, bah voilà, on se retrouve devant ce film-là qui est un des épisodes quand même qui a le mieux marché cette année pour nous, je crois, sur toutes les plateformes, etc. Parce que je crois que les gens voulaient vraiment parler du film. Et en vrai, il y avait une hype, hein, vraiment, sur le film au moment de sa sortie. Il y a des gens qui étaient pas très d'accord avec nous, il y a des gens qui étaient d'accord avec nous. Voilà, je pense qu'un film qui a beaucoup divisé cette année. Bon bah nous, voilà, vu qu'il est dans notre flop, vous savez très vite ce qu'il en retourne pour nous. Alors, 28 ans plus tard, a une hype qui était selon moi pas méritée. C'est-à-dire que je trouve que c'est un des films les plus surcotés par ceux qui l'aiment bien évidemment de l'année. Je suis pas fan de Danny Boyle, le réalisateur, voilà, qui a fait Trainspotting, etc. Et Alex Garland, qui écrit le film et qui a écrit le 28 jours plus tard et qui a réalisé Men, Civil War il y a quelques années et Ex Machina. Et en fait, moi, je suis pas fan des deux. Je les déteste pas. Voilà, ils ont fait des films que j'aime bien, hein, mais en fait, j'avais dit, il me semble, j'avais fait une formule dans la critique que je me souviens, j'avais dit Danny Boyle, c'est un gros lourd et qui s'associe à Alex Garland, le gros lourd, pour faire un film de gros lourd. Et je crois que c'est vraiment l'idée que j'ai du film, quoi. Même si, je vais dire mon point positif tout de suite, voilà. C'est-à-dire que j'approuve quand même l'idée de faire une suite qui n'est pas conventionnelle, entre guillemets, de faire un sort de film expérimental. Et c'est pas et là, il a la 5e place. Je trouve qu'Electric State est bien pire que 28 ans plus tard, hein. Voilà, faut savoir. Mais, voilà. La déception est d'autant plus de mise pour moi. Et surtout, vu la réception de certains, voilà, c'est pour ça qu'il est à ce niveau-là dans les flops, c'est vis-à-vis de la réaction de beaucoup de gens et de la hype qui était tout autour, quoi. Et j'approuve quand même le fait qu'il fait pas un espèce de legacy sequel qu'on aurait pu voir dans les Scream et enfin dans toutes ces sagas-là, pour le coup. Mais maintenant, je trouve que le film est d'une lourdeur, enfin vraiment, moi, la mise en scène du film, vraiment les 2 gros lourds là qui sont là à faire du symbolisme à outrance. Enfin, vraiment, je trouve que ça joue contre le film.
moi je trouve que le film est un peu, mais même totalement misogyne. Enfin, moi je trouve que leur rapport à la maternité et tout, mais la vision de la femme qu'ils ont les deux, c'est, en fait, elle est tellement symbolique qu'elle en devient, je trouve, misogyne, quoi. C'est-à-dire que ça culmine dans ce moment quand même assez ridicule du film où j'ai vraiment rigolé, quoi. Où une femme enceinte dans le train, enfin c'est même pas une femme enceinte, c'est oui, je me souviens, t'en avais parlé. c'est une infectée, quoi, qui est enceinte et qui va accoucher et qui prend ses mains avec à Jodie Comer et qui ensemble vont pousser le bébé qui est le bébé qui a été évidemment protégé de l'infection, etc. Enfin moi j'ai extrêmement rigolé à ce moment-là, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que là le niveau de symbolisme il est d'un grossier, je trouve. C'est un film d'horreur, hein, c'est pas une comédie. Bah tu sais quoi, ça parfois on peut tomber très vite dans l'autre, hein, quand c'est mal fait, quand on rentre pas dedans, quoi. Et voilà, enfin c'est tellement un gros symbolisme, voilà, parce que le film parle un peu d'une certaine idée de la masculinité et tout ça, mais bon, au bout d'un moment, tu te retrouves quand même tout le film avec des zombies filmés en contre-plongée avec leurs grosses bites sur l'écran, quoi, sur la caméra, quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'une lourdeur, quoi. Et en fait, tout le film est comme ça, tous les effets de style que j'aime pas dans son cinéma à Danny Boyle, hein. C'est-à-dire que il pousse tous les potards à fond, je les trouve insupportables parce que je trouve que c'est des effets pour faire des effets. C'est plein d'effets tape à l'œil qui, je pense, se veulent viscérales. Pour le coup, c'est ce qu'il a fait sa marque de fabrique, hein, dans Transpoiting, etc. Et je pense que ces effets pouvaient avoir un sens peut-être au début de sa carrière, mais je trouve que c'est vite devenu en fait sa marque de fabrique, mais des effets de style juste, ouais, voilà, des gimmicks, quoi, pour le coup, quoi. Enfin, vraiment, ça m'a rendu certains films insupportables. Je pense à la fin de Sunshine, pour ceux qui ont vu Sunshine, la dernière partie, qui est, je trouve, insupportable à ce niveau-là. Et là, en fait, c'est tout le film qui se veut viscéral, mais qui est complètement contre-productif, parce que ça se veut être un film hybride, expérimental, etc. Filmé à l'iPhone, d'ailleurs. Voilà, ils ont utilisé l'iPhone pour filmer. Bon, pour moi, je ne vois absolument pas l'intérêt, parce que c'est un côté hyper gadget pour moi, alors que moi, je trouve que le premier film, 28 jours plus tard, qui était filmé avec une caméra DV, ça avait beaucoup plus de sens, parce que il y avait pas les mêmes moyens qu'il y a aujourd'hui, et ça donnait un grain à l'image qui était vraiment différent, en fait, des autres caméras traditionnelles. Ici, je trouve que ça fait hyper gadget, quoi. Et après, tous les... En fait, on le dit pas, tu le sais pas, quoi. Bah, pas vraiment, parce que déjà, les caméras d'iPhone se rapprochent énormément des caméras actuelles, hein, voilà, hein. Donc, pour le coup, ça donne même pas un grain particulier, je trouve, à l'image, enfin, voilà, bref. Et je trouve que le montage, par exemple, du film est insupportable, quoi. Il est vraiment frénétique, il y a des changements de focale toutes les 5 minutes, il y a des incrustations d'images, là, qui te pètent à la gueule. Tout est appuyé, surappuyé, surappuyé. Et en fait, j'arrive jamais à m'immerger, en fait, dans cet univers, quoi. C'est-à-dire que, je me souviens, c'est passage, je crois que je t'en avais parlé, hein, parce que j'ai vu le film 2 fois, hein, moi, parce que il fallait que je confirme mon énervement contre le film, enfin, le fait que je porte pas le film, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout ce début où le personnage de John et de Aaron Taylor Johnson partent de leur camp pour chercher des ressources ou un rite d'initiation, je sais pas quoi, là. Et en fait, il y a des incrustations d'espèces d'images militaires, en fait, d'images médiévales, qui sont incrustées, en fait, dans l'image, avec pas que médiéval, t'as des trucs de la Seconde Guerre mondiale, je crois, et tout. Mais ouais, il est agressif dès le début, quoi. C'est que des images militaires de différentes périodes de l'histoire, quoi, en fait, qui sont incrustées avec une musique qui est là et qui dit boots, 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 tu vois. Et en fait, si t'as pas compris, bah voilà, bah il va bien te le montrer, en fait, il va bien te l'appuyer comme ça, Danny Boyle, et tout est comme ça, quoi. Et moi, j'ai jamais le temps de me poser, en fait, dans le film. En fait, j'ai l'impression que le film aussi compte sur le fait d'avoir une suite, parce qu'ils veulent faire une trilogie, etc. Et là, par contre, je trouve que ça tombe encore dans les travers, c'est-à-dire que il y a des personnages qui traversent le film qui sont intéressants, mais qui sont jamais vraiment poussés, quoi. Aaron Taylor Johnson, ouais, je trouve qu'il y a un truc intéressant qui peut se greffer, mais bon, de toute façon, il disparaît du film. Ralph Fiennes, il arrive à la fin, mais il reste là, 15 minutes, et puis il disparaît. Donc, il y a que le personnage, évidemment, du personnage principal, du gamin, qui est, j'avoue, l'histoire, le rite initiatique de ce personnage, oui, qui est plutôt intéressant dans l'idée. Mais je trouve que ces personnages, on se pose jamais assez avec eux pour qu'ils soient vraiment intéressants, quoi, vraiment. Et je pense que il joue sur le fait que ça va être développé par la suite. La Ralph Fiennes, il est à l'affiche du second, là, qui va sortir très bientôt. Et bon, ils vont le pousser, etc. Mais là, je juge le film pour ce qu'il est. Et voilà, le film, ce qu'il est, il m'a pas du tout séduit, avec des gros problèmes d'écriture aussi, quand même. Je me souviens qu'il y a, je sais pas combien de Deus Ex Machina, de personnages qui se retrouvent dans une situation désespérée, et puis hop, ils se font sauver au dernier moment par un nouveau personnage qui vient d'arriver ou je sais pas quoi. Et je veux revenir peut-être aussi sur quelque chose, mais enfin, je reviendrai sur quelque chose à la fin, parce que là, j'ai quand même fait un gros tunnel. Toi aussi, tu l'as mis dans ton flop. Bon, voilà, on est assez corda sur le fait qu'on n'aime pas tellement le film.
Ouais, bah moi je sais, j'avais plutôt bien aimé les 30 premières minutes là quand c'est le Aaron Taylor Johnson avec le gamin, mais moi c'est plus le après. D'ailleurs une scène quand même qui est super là dans le film pour dire un truc positif vu que tu l'as beaucoup défoncé, la scène où ils sont coursés par l'alpha pas du tout, non mais la scène où ils sont coursés par l'alpha qui a une lumière super belle et tout, je la vois passer sur les réseaux, c'est vrai qu'elle est super cette scène et voilà, je trouve que voilà, il y a un truc cool. Effectivement la course poursuite elle est très prenante et là j'approuve moi aussi ce point positif sur le coup, elle met vraiment bien en tension pour le coup quoi. Ouais voilà, exactement, mais moi ouais j'ai eu du mal avec quand ça part avec Jodie Comer, parce que moi le personnage de Jodie Comer déjà j'ai trouvé assez insupportable en fait, parce que ouais elle est malade je crois, et puis elle perd un peu la boule, et puis elle voit pas son fils comme son père, c'était ça hein, je crois qu'elle dit papa et tout. Oui mais en fait elle est complètement perdue etc, et joue une espèce de folle tout ça, mais bon après moi en fait comme je vois que déjà tout est symbolique et le rôle qu'ils lui font jouer à Jodie Comer, moi j'ai un problème avec la manière dont ils mettent en cette femme dans ce film. Enfin, oui bah comme t'as dit c'est misogyne quoi, de fou. Bah, après c'est mon interprétation et les gens seront peut-être pas d'accord tu vois, mais moi je trouve que c'est un peu quoi. Mais après le seul personnage qui est fou c'est une femme quoi, bizarre. Oui, mais après, on va te dire, tu vois, on peut te dire que c'est raccord avec ce que le film veut raconter, etc. Et tu peux faire des personnages de fous, mais moi, c'est vraiment la caractérisation du personnage et comment il est développé, quoi, qui me gêne, plus que le personnage soit fou, quoi. Oui, bah, ouais. Parce que moi, je l'avais trouvé assez, je sais que j'avais trouvé assez insupportable. Je trouvais aussi pas logique que, ils ont pas de médecin dans leur village, là. Je me dis comment ils font s'ils ont un rhume ou un truc comme ça. Ouais, et puis il y avait ce truc, oui, du fameux, en gros que c'est une partie 1 parce que ça commence avec une intro sur des personnages que tu ne vois que les 5 dernières minutes du film là, le fameux, c'est Jack. 5 minutes, t'es gentil, hein. C'est vraiment plus 2 minutes, hein, moi j'aurais dit. Ouais. Ah, ouais, c'est plus de 2 minutes, bah je sais plus, mais en tout cas c'est vraiment la fin quoi. Hein. C'est juste avant le générique quoi, et bon c'est des persos qu'on va beaucoup voir je pense dans la suite. Ouais mais attends, parce que là faut s'arrêter là-dessus 5 secondes, il y a quand même certains qui parlent beaucoup du film pour ces 2 dernières minutes seulement quoi. Et ça c'est un problème que j'ai vu sur les réseaux où les gens sont en mode oh putain mais la fin du film, ce que ça annonce, parce que les gens ils ont pas compris qu'il y avait ci, il y avait ça et tout, et je suis en mode ce n'est pas dans le film. Ce n'est pas développé dans le film, c'est 2 minutes à la fin du film, faut arrêter, tu peux pas dire le film est bien parce que dans les 2 dernières minutes, il y a un personnage qui arrive et ça évoque ci, ça évoque ça. Non, peut-être dans la suite, on verra, ça sera développé, ça sera bien, tu vois. Mais là, dans le film, bah, je suis désolé, c'est pas ce que le film raconte, ça raconte pas les 2 dernières minutes du film, quoi, donc. Bah non, ça, c'est pas du tout l'histoire du film, c'est le parcours initiatique du gamin, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, c'est lui le personnage principal du film en fait. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait des Deus Ex Machina qui sortaient qui n'avaient aucun sens. Bah oui, quand t'en parlais là, je me suis souvenu de la scène c'est dans une pompe à essence, je crois, qu'il y a un militaire qui vient les sauver au dernier moment. En plus, ça pète de partout. Tu te demandes comment ils ont pu survivre parce que c'est un peu abusé, c'est un peu exagéré, quoi. Ouais, moi j'avais été déçu alors que je l'attendais quand même pas mal. Parce que moi j'aime plutôt bien Danny Boyle. Ouais, mais je suis quand même bizarrement curieux de la suite, voilà, de ce film-là. Oui, bah de toute façon on ira la voir et ce sera une de nos premières critiques de l'année, quoi. Mais bon, c'est vrai que j'ai tout le tintouin qui est autour du film, etc. Je suis pas fan. Et bon, voilà, après on ira voir la suite et j'espère que la suite sera un peu, différente, mais en tout cas se calmera au niveau de la réal et de la mise en scène. Donc bon, on verra. Hein. Sur le gore et tout, je suis pas sûr, j'ai vu que c'était classé plus haut que, parce que j'ai vu, je sais pas c'est dans quel pays, mais j'ai vu que c'était, celui-là, il est classé, j'ai vu un truc qui, ça disait que c'était classé moins de 15 ans, alors je sais pas c'est dans quel pays, mais que celui-là, la suite, ce serait moins de 18. Alors je sais pas ce qu'il y a, mais. Ok, après moi c'est pas le gore, moi c'est vraiment les effets de mise en scène qui me font chier, quoi. Vraiment, ça bah là c'est Nia DaCosta, donc sur le coup est-ce qu'il y aura un changement, je sais pas, mais. On verra parce que c'est pas Danny Boyle sur le deuxième. Ouais, alléluia. Mais il fera le troisième si le troisième est fait, donc on va peut-être le retrouver. Et voilà, bah c'était notre avis sur 28 ans plus tard. Tu voulais pas dire un truc sur... Bah c'était ça, c'était par rapport aux 2 dernières minutes, justement, c'était vraiment ça, quoi. Mais tu m'as devancé, ne t'inquiète pas. Voilà, tu m'as complété. Ok, d'accord. Et voilà, bon voilà, on va passer au top 4. Maintenant, sauve-toi. Frankenstein de Guillermo del Toro, voilà. Y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont moins aimé, et ben nous c'est une déception, c'est une de nos plus grosses déceptions de l'année, voilà, parce que bah je vais commencer par, enfin c'est toi Ista qui va plus parler, parce que t'as un rapport peut-être avec Guillermo del Toro qui est, voilà, c'est ton réalisateur favori il me semble, et bon voilà, t'attendais quand même beaucoup le film.
Ouais, bah comme tout le monde. Oui, bah tous ceux qui adorent Del Toro, même dans l'année, c'était voilà. En plus, c'est le projet un peu de rêve de Del Toro et tout, le fameux projet qu'il a voulu toujours faire depuis 30 ans, etc. Et ouais, j'en suis ressorti un peu déçu. Voilà, on en avait parlé dans le podcast. En fait, j'ai trouvé, bah comme tu disais que, en fait, tous ces thèmes-là, il les a déjà faits, il les a déjà traités, mais en mieux dans d'autres films qui n'étaient pas des films Frankenstein. Mais au final, quand tu penses, bah Hellboy, c'est un Frankenstein. Enfin, il y a plusieurs films comme ça à lui qui sont au final pas loin d'être des Frankenstein et où il le fait mieux que dans ce film-là. Et je crois que j'ai aussi eu ce problème avec ce film qu'en fait l'histoire je la connais. En fait, elle me surprend à aucun moment. Et en fait, le problème aussi du film que j'ai eu, bah, c'est que je me suis beaucoup ennuyé en fait. Et sur le coup, j'ai pas du tout été pris dans le récit. Et ouais, ça a été un problème pour moi parce que généralement Del Toro, je rentre dans le récit, je suis à fond dedans et tout. Et j'avais notamment aimé son Pinocchio qu'il avait fait chez Netflix parce que là, c'est pour parler d'une autre production Netflix qu'il a fait. Mais là, celui-là, moi, je suis passé complètement à côté. L'enfance là de Victor Frankenstein et tout, j'ai pas trouvé ça très intéressant en fait. Et il y avait aussi des VFX que j'ai trouvé assez dégueulasses, voilà, assez même si on m'a dit par exemple je parlais de la statue en rouge là, je la trouvais pas très belle en CGI et tout, mais on m'a dit qu'elle a été peinte vraiment, donc je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait en pratique mais qui a été rajouté avec des CGI, mais en fait ça rend le truc un peu moche, moi je trouve, et c'est dommage parce qu'il y a des animatroniques dans le film qui sont plutôt réussis. Et après il y avait aussi le problème des personnages féminins dans ce film-là, notamment Mia Goth, qui est vraiment décevante quoi, parce que en fait elle est sous-traitée, elle est pas très intéressante et voilà, c'était dommage. Donc ouais, moi j'ai été vachement déçu par ce Frankenstein de Del Toro quoi. Pareil, c'était une grosse déception. Moi, je suis moins fan que de Del Toro que toi, même s'il y a des films que j'adore. Hellboy 2, toujours le meilleur film de Guillermo Del Toro pour moi. Voilà. Mais j'aime pas, par exemple, j'aime beaucoup moins ses premiers films, par exemple. Mais voilà, c'est toujours un réalisateur, j'attends ses films. Et même ces dernières années, j'ai pas détesté, moi, ces films, à part La Forme de l'eau que j'ai revu. Et je trouve que c'est pas si bien que ça. Mais effectivement, en fait, j'ai l'impression que ce film aurait dû rester ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un fantasme en fait. Parce que il faut savoir que ça fait 20 ans qu'il veut faire le film, etc. Et c'est vrai que c'est assez touchant de dire que Guillermo del Toro a pu enfin faire son film, c'est-à-dire un truc qui voulait pas, enfin qui est pas forcément financé, etc. Et bon, déjà de le voir sur Netflix, de le voir sur ma télé, déjà c'est un peu chiant déjà je trouve. Voilà, pour le coup, j'espère qu'un jour il va quitter Netflix, et en tout cas que ses films ressortiront au cinéma. Même si je pense que c'est assez compliqué pour lui de faire financer ses films ailleurs. Mais en fait, voilà, ça fait 20 ans que ce film-là, il se ressent dans ses autres films, comme tu l'as dit. En fait, tous les sujets, toutes les figures en fait de son cinéma sont inspirés de Frankenstein, et il l'a déjà traité parce qu'il pensait qu'il ne ferait jamais ce film-là, en fait, tout simplement. Donc, il les a déjà traités dans tous ses autres films. Et ouais, c'est ça, qu'il a inséminé en fait son fantasme dans toute sa filmo, et j'ai l'impression en fait d'un retour en arrière, que en fait cette créature elle me touche beaucoup moins que beaucoup de ces créatures qu'il a fait dans le passé, le rapport à la création, enfin en fait tous ces personnages, etc. C'est même ça, la relation amoureuse ou quoi, enfin tout ce qu'il a fait, il l'a déjà fait avant, et je trouve qu'il a déjà fait en mieux, il l'a fait en plus beau, parce que là il reprend son esthétique gothique de Crimson Peak, et les gens lui sont tombés dessus, lui tombent encore dessus en mode ils aiment pas, mais moi je trouve que c'est son film le plus beau, et là comme tu as dit, il y a des gros problèmes quoi, et surtout j'ai l'impression qu'il était passé un peu à autre chose de certaines trucs, c'est-à-dire que après La Forme de l'eau, après la consécration aux Oscars, quand il a eu meilleur film, meilleur réal, etc., il est parti faire un Nightmare Alley, et Nightmare Alley ça ressemble pas du tout, enfin il y a toujours ces thématiques sur la figure du monstre, etc., mais il le traitait vraiment d'une manière différente, et pareil quand il allait dans l'animation avec Pinocchio, et là j'ai l'impression qu'il fait ce film parce qu'il peut le faire, et en gros il retourne à voilà, c'est un espèce de fantasme, et ouais, moi j'aurais aimé qu'il continue sa lancée dans la nouvelle partie de son cinéma quoi. Et j'ai un gros problème émotionnel que j'ai souvent avec Guillermo del Toro, c'est-à-dire que ces films me touchent pas vraiment, mais là c'est peut-être encore pire quoi, c'est-à-dire que le personnage de Mia Goth qui est pas du tout développé ou prégnante, même sa relation avec le monstre de Frankenstein, avec Jacob Elordi, et je trouve que déjà c'est un miscast total, enfin j'y arrive pas du tout à l'imaginer là-dedans, Mia Goth, et surtout elle a pas du tout de temps passé pour tomber amoureuse du monstre, et le monstre pareil, enfin et quand il y a un genre de climax émotionnel dans la dernière partie du film entre les deux, en fait je ressens absolument rien quoi, tout est plat quoi, alors que pourtant il nous a fait une première partie de bien 1h20, tu vois, un truc comme ça sur
Victor Frankenstein, sur sa backstory avant qu'il crée le monstre. Et je trouve cette partie tellement trop longue et ça développe des personnages, des trucs dont on s'en fout un peu. Enfin, d'où vient Victor Frankenstein, etc. Bon, déjà, je trouve que c'est pas forcément intéressant dans le film, mais enfin, tous les personnages, là, il y a le personnage de Christoph Waltz, il y a plein de personnages qui sont là au début du film. Bah, ils sont pas si intéressants, pas si développés, pas si prégnants dans l'histoire, quoi. Même l'histoire de son beau-frère, etc. Puisque c'était si nécessaire de rajouter tout ça, quoi. Enfin, d'étirer tout ce truc-là. Bon, franchement, je suis pas sûr, quoi. Je suis vraiment pas sûr. Moi, la deuxième partie me rattrape beaucoup plus avec Jacob Elordi, parce que Jacob Elordi joue très bien la créature, mais on est de son point de vue à 1h30 de film, quoi. Et malheureusement, c'est déjà un peu trop tard. Et encore, j'avoue que ça me prend quand même pas mal, mais en plus ça me touche, enfin, le film me touche plus quand il est avec le vieux, avec un vieux en fait qui va l'aider et qui est aveugle, voilà, qui est joué par un acteur qui était dans Harry Potter là, que avec sa relation avec Mia Goth, quoi. Et c'est peut-être pour dire quand même l'échec un peu du film, quoi, je trouve. Effectivement, je trouve le film pas si beau que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments c'est assez beau, la manière dont il a de mettre en scène les décors, etc. Mais j'ai l'impression de voir un filtre Netflix en fait sur l'image, c'est-à-dire que je trouve que le film est hyper lisse, quoi. Il est vraiment à l'image de la créature de Frankenstein. Moi, je t'avais dit, j'ai un problème avec le design de Jacob Elordi que je trouve trop lisse, malgré que tous les acteurs jouent très très bien, Oscar Isaac et tout ça. Mais en fait, la peau en fait de la créature de Frankenstein, il l'a rendu un peu beau, etc. Et moi déjà, cette idée de rendre beau une créature pour voir la beauté, etc. Je suis pas fan, mais c'est surtout qu'il y a tout un travail dans la première partie qui marche super bien, avec un travail de la chair, des corps. En fait, il y a ce moment où Victor Frankenstein fait une présentation, une espèce d'animatronics qui se réveille, où il réanime un espèce de cadavre et tout ça, ça marche super bien. Et en fait, quand tu vois la créature, enfin, je suis désolé, mais il est trop beau, quoi. Jacob Elordi, là, j'ai limite, je trouve même pas qu'il est si moche que ça, quoi. Ouais, un peu, quoi. Bah, c'est que Jacob Elordi, quoi. Bah, surtout que Del Toro a déjà fait ça avec des créatures plus moches, quoi. Ouais, voilà, moi, Hellboy, je le trouve très beau. oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà, bah, Hellboy, il est pas très beau, justement. Mais en fait, j'ai l'impression que, et ça, c'est un reproche que j'ai fait à Guillermo del Toro, c'est que parfois, il est peut-être plus intéressé par le fait de rendre un peu les choses belles que de rentrer dans l'émotion, quoi. C'est-à-dire, ça reste très figé, quoi. Et bon, bah, moi, comme tu l'as dit, les VFX sont dégueulasses, quoi. Il y a des loups en CGI qui sont horribles, dans la deuxième partie du film, alors que c'est Guillermo del Toro. Enfin, Guillermo del Toro, je suis désolé, mais c'est un technicien, hyper accompli, quoi. Dans tous ses films, techniquement, les films sont irréprochables, que ce soit des effets spéciaux pratiques ou numériques, bah, c'est toujours carré, quoi. Et là, là, c'est hyper décevant, quoi. Donc, bon, voilà, nous, on est très aigris. Oui, c'est l'épisode où on est aigris. Oui, parce que, voilà, on fait des flops. Désolé, voilà, on est obligé. Je suis désolé. Mais ouais, enfin, en tout cas, voilà, c'est un film qui m'a pas mal déçu. C'est pas le pire film de l'année du tout. Hein, voilà, c'est pas nul. Et voilà, je pense qu'il y a des gens je comprends qu'ils aiment le film. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment un des plus faibles Guillermo del Toro depuis un moment, quoi. Oui, c'est plus une grosse déception qu'un mauvais film. Voilà. Voilà, on a été très aigris sur le film de Guillermo del Toro. Je te propose de passer au top 3. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Mission Impossible de Final Reckoning de Christopher McQuarrie. Voilà, le film à l'effigie de Tom Cruise. On a fait un long épisode dessus en début d'année où... Bah voilà, c'est une de mes plus grosses, peut-être ma plus grosse déception de l'année, en fait. Moi, techniquement, je sais pas, tu te souviens, j'étais énervé, j'étais vénère. La sortie du film, c'était vraiment à la fois j'étais le plus énervé. Et bah, on l'a tous les deux mis dans notre flop. Sauf que moi, je l'ai mis flop 2. Voilà, moi, il est quasiment numéro 1 parce que vraiment, c'est ma plus grosse déception de l'année, quoi. Je suis vraiment énervé contre ce film parce que moi, j'aime beaucoup la saga Mission Impossible. Mais quasiment tous, hein. Le premier, j'aime beaucoup. Le 2, bon. Le 2 et le 3, je les trouve un peu en dessous, mais je louais quand même ça au début, c'est-à-dire d'avoir des films extrêmement différents. Et même à partir du 4, moi j'aime bien, j'aime beaucoup Protocole Fantôme. Et même les autres films de McQuarrie, même si au bout d'un moment ça commence à peut-être tourner en rond, bah je trouve que c'est des films plutôt pas mal, quoi. Même celui d'avant qui était peut-être des derniers films, celui que j'aimais le moins, là, Dead Reckoning, bah en fait je trouvais vraiment des qualités, j'avais vraiment passé un bon moment, quoi. Et là, vraiment, je trouve que c'est une catastrophe parce que c'est la fin de la saga, techniquement, même si, bon, Tom Cruise, je crois qu'il voulait pas que ce soit la fin, mais bon, vu que le film a coûté extrêmement cher et qu'il se remboursera, enfin, qu'il s'est pas remboursé du tout, bon, voilà, ça va être clairement la fin de la saga. Ils ont voulu un peu corriger le tir vis-à-vis du précédent. Ils ont voulu changer la trajectoire du précédent. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont complexifié toute l'intrigue au lieu de l'épurer et de la simplifier. Parce que, je rappelle, hein, Mission Impossible, personne n'y va
pour l'histoire compliquée, les enjeux qu'ils essaient de rendre plus grands, plus graves que tous les autres, etc. Non, mais en fait, les gens, on est là pour l'action, on est là pour voir Tom Cruise faire des cascades avec ses potes, quoi. Faut arrêter, quoi. Et là, on se retrouve avec des scènes d'exposition qui sont interminables, mais vraiment interminables, dans des bureaux pendant 1h20. Pendant 1h20, ils font que parler, que dire en plus des trucs où ils essayent de forcer en fait l'aspect grave en fait de l'histoire. On trabâche des enjeux en mode ah putain là c'est vraiment la plus grosse menace de tous les temps. Là il y a le président, il y a tout le monde qui est inclus là vraiment dedans. Là c'est pas possible. Là comment ils vont s'en sortir? Mais la saga n'a jamais brillé par son scénario. Arrêtez de nous balancer des dialogues et des trucs hyper stériles, quoi. Ici, en plus, ils ont mis un nombre de MacGuffin dans le film. Je me dis, mais pourquoi vous complexifiez tout le truc? Il y a une clé et il y a un espèce de truc qu'il faut activer avec un portable, puis mettre la clé dans un truc. Enfin, je sais même pas, je voudrais même pas te redire tout ça parce que de toute façon, je m'en fous. Et de toute façon, ça prend la tête pendant plus d'1 heure, tu vois. Et c'est un film qui tombe vraiment dans tous les travers de notre époque, à savoir le fan service, quoi. Alors que la saga était pas du tout tombée dedans. C'est-à-dire que on va te rattacher plein de personnages au précédent, quoi. Des personnages, le personnage tertiaire du film, là, ou secondaire du film, qui revient du premier film. Parce que dans le premier film, Tom Cruise, voilà, il doit voler quelque chose au Pentagone, je crois, ou je sais plus où, quoi. Et bref, il y a une personne, il y a un acteur qui est complètement tertiaire, en fait, dans le premier film, qui revient là et qui dit, en fait, le fait que tu t'aies volé quelque chose et que je me fasse virer, bah, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, merci Tom Cruise, etc. Et c'est vraiment un personnage du film. Mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et il y a des personnages qu'on te révèle qui sont les fils, en fait, d'un autre personnage, etc. dans la saga. Mais tu fais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, de tout ça? Mais arrêtez de nous rattacher les trucs. On s'en fout de tout ça. Personne ne regarde Mission Impossible pour ça. Et ils ont fait, pour moi, le pire truc de l'histoire pour une saga. Ils ont révélé ce qu'était le MacGuffin de Mission Impossible 3, à savoir la patte de lapin. Et là, tu te dis, mais attendez. La patte de lapin. Dans Mission Impossible 3, la bonne idée de Mission Impossible 3, que j'aime pas, c'est peut-être le pire Mission Impossible, c'était de te dire, il y a un MacGuffin qu'on va traiter comme un MacGuffin, c'est-à-dire on va jamais te révéler ce que c'est, donc tu peux faire travailler ton imaginaire vraiment dessus, qui s'appelle la patte de lapin, qui est un truc horrible qui va se passer et tout, et là le film te dit, non mais en fait la patte de lapin c'est ça, mais déjà, va pas me gâcher mes autres films en fait, va pas gâcher les autres films, là, tu vois comment je recommence à être vénère sur le film, où le film explique en fait sa mythologie, comme si la mythologie de la saga était importante, comme si toute cette histoire, alors que tu te dis, mais non on s'en fout, on veut des missiles qui arrivent, et de Tom Cruise qui sauve la situation, quoi. Et en parlant de Tom Cruise qui sauve la situation, le film à la gloire de Monsieur Tom Cruise. Le film où tous les films de toute façon sont à la gloire de Tom Cruise quasiment, à part peut-être le premier ou le deuxième ou quoi. Mais là, c'est-à-dire qu'il est vraiment traité littéralement comme un dieu, quoi. Ils sont tous en train de se prosterner devant lui. À la fin, littéralement, on le dit, il y a que toi en fait. Il y a que toi qui peux avoir cette puissance qui est complètement démesurée parce que toi, on a confiance en toi tu peux le faire et tout. Tu fais oh là là, mais qu'est-ce que vous faites? Et tout est concentré sur lui dans le film, quoi. C'est-à-dire que tous les autres persos ne vivent même plus vraiment, quoi. Il y a même plus de vraie cohésion d'équipe. Et ils ont rajouté des personnages, un espèce de personnage de flic qui le rejoint au début de l'intrigue, qui sert à rien. T'as le personnage de Pomme Clémentieff dans le film qui m'a fait lâcher des fous rires dans le cinéma, où elle lâche des phrases en français, elle est là. C'est terrible. Et comme ça, et elle sert à rien. Elle lâche des phrases en français comme ça. Et même les méchants, là, le méchant, là, ils ont vu que ça marchait pas, ils l'ont complètement réduit à un méchant complètement vide. Et l'entité aussi, l'entité qui était censée être une IA qui voit tout, bah elle est quasiment plus vraiment présente ou dans le film ou quoi. Donc voilà, après on va me dire qu'est-ce qu'il y a de positif dans le film. Oui, bah il y a une scène d'action au milieu du film là de 20 minutes, sous-marin, qui est incroyable, qui est vraiment prenante, qui est sobre. Et voilà, j'étais vraiment pris, mais bon, tu t'es obligé de te taper 1h20 avant et 1 heure après de vide et de discussion. Mais voilà, moi, ouais, bon, voilà. Ista, je crois que je suis énervé contre le film, non? J'ai l'impression. Je crois que je suis énervé contre le film. Mais vraiment, oui, c'est le film qui m'a le plus énervé de l'année, qui est ma plus grosse déception de l'année, c'est tout simplement Mission Impossible, finale Reckoning. Bon, voilà, mais bon, et toi, Ista, bon, t'es peut-être un petit peu moins énervé que moi sur le film, mais bon, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, moi, même quand j'en étais sorti, j'avais trouvé ça sympa. Mais après, plus j'en ai parlé et tout, plus j'y ai réfléchi, tout ça, plus, oui, non, c'est pas bon du tout. Et en fait, ça me fait penser un peu à la dernière trilogie Star Wars, où il y avait ce truc de, on lit ce que disent les gens sur Internet et on fait en conséquence de ce que disent les gens sur Internet. Donc voilà, vu que tout le monde a critiqué le truc de l'IA, tout ça, bah au final, au lieu d'assumer le truc et d'aller continuer là-dessus, et de faire un partie 2 ou quoi, bah
non, ils ont renommé le film et ils ont tout chamboulé, comme t'as dit, ils ont tout changé, quoi. Mais après, tu dis ça, mais moi, je me dis, mais où est-ce qu'ils sont partis chercher l'idée que la mythologie de la saga, les gens en avaient quelque chose à foutre? Moi, je pense qu'ils ont une idée. Ouais, mais ils ont voulu changer de cap, je suis d'accord, de se dire, on va donner autre chose pour que les fans soient contents, mais je crois qu'ils sont complètement plantés sur ce qu'ils pensaient que les gens aimaient, quoi. Oui, ah bah complètement. Mais ça, Star Wars c'est pareil. Star Wars 9 c'est pareil. Tu vois, personne n'a aimé Star Wars 9. Et il y a un peu ce truc là, quoi. Et ouais, et puis ce que t'as pas dit aussi, c'est qu'il y a 5000 personnages qui servent à rien. Cathy O'Brien, tous ces personnages. Le personnage de il y a une femme là, une militaire là, et puis j'ai rien compris à ce qu'elle lui raconte et tout. Et on s'en fout en plus. Oui, en plus on s'en fout complètement, quoi. C'est ultra compliqué pour rien. Après il y a Travis Fimmel de Sévrance, alors qu'il est cool quand même quand il arrive. Ouais, il est trop cool. C'est même devenu un mème là, qu'il est un peu cool, il est un peu marrant. Mais en fait, il y a en plus ces personnages-là. En fait, il y avait un vrai truc, je crois, avec ces personnages-là du sous-marin. Ça aurait dû être eux les persos secondaires du film. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, à partir, ce qui était bien à partir du film de Brad Bird, donc le 4, Mission Protocole, c'est que ça devenait des films d'équipe. Et en fait, moi, je trouvais ça cool. Parce que les 3 premiers, c'est plutôt des films un peu solo, quoi. Et moi, c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier la saga, c'est quand c'est devenu des films d'équipe. Donc, c'est de Brad Bird et puis ceux de McQuarrie. Mais là, effectivement, c'est tout à la gloire de Tom Cruise. Et je veux dire, même le poster. Le poster où généralement on voyait un peu tous les personnages et tout. Le poster du film, là, c'est la grosse tête de Tom Cruise en noir et blanc, quoi. Vraiment, le film, il te dit, voilà, c'est Tom Cruise le film, quoi. Et ouais, et puis ils te font tous les liens avec toute la saga. Parce que je pense qu'ils se disent aussi, c'est le final. Donc il faut faire tous les liens avec toute la saga pour finir un peu comme a fait Avengers Endgame. mais là ça n'a aucun sens, quoi. Ça a jamais été construit comme ça déjà de base, en fait. Donc en fait on veut juste voir une aventure avec Tom Cruise. Voilà, il y a un ennemi et puis il doit sauver le monde et puis voilà, quoi. Mais ouais, c'est après, voilà, il y a des scènes impressionnantes quand même. T'as dit, il y a le truc du sous-marin, il y a le truc de l'avion aussi, hein, à la fin, hein, qui est assez fou. Mais ouais, tous les personnages autour sont un peu mis de côté. Le méchant est nul, mais après les méchants, je t'avoue, dans les Missions Impossibles, ça n'a jamais ce qui a vraiment brillé, je trouve, dans les films. À part peut-être Henry Cavill, qui était sympa. Moi, j'aimais bien le Henry Cavill. J'aime bien aussi celui du 5. Moi, j'aime beaucoup celui du 5 aussi. Et en vrai, Philippe Seymour Hoffman, on le dit pas, mais Seymour Hoffman, il était vachement bien dans le 3. Oui, quand même. Mais ouais, mais oui, c'était décevant au final. Et puis ouais, je suis pas sûr que ça revienne un jour. En plus là, il y a eu un changement de direction chez Paramount aussi, avec la famille Ellison qui a racheté qui a fusionné avec Skydance avec Paramount là. Donc maintenant ils ont les rênes de la société. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent plus aller peut-être vers Top Gun avec Tom Cruise. Bah vu que Top Gun ça a marché, là le dernier Mission Impossible c'était compliqué. Mais après le problème c'est que Mission Impossible, maintenant que j'y pense, ils auraient dû faire tu vois, Tom Cruise il aurait dû passer la main depuis un moment, quoi. S'il voulait faire une saga dessus, enfin c'est bon, quoi. Au bout d'un moment faut arrêter, quoi. Bah là-bas c'était censé être Jeremy Renner, mais je sais pas, à un moment il disparaît de la franchise et ouais, c'est pas trop pourquoi. Mais il y avait une rumeur, je crois, sur Glenn Powell à un moment là, mais. Ouais, peut-être, mais bon, je sais pas, on verra. S'il fait Top Gun Maverick et peut-être ça marche bien avec Paramount, il fera peut-être ça, mais bon. Franchement, Mission Impossible, là, il est temps que ça s'arrête parce que là, en fait, Christopher McQuarrie c'est la 4e film, 4e, ouais, je crois, d'affilée. Ouais, c'est trop. C'est bon, quoi. Enfin, c'est bon. Faut arrêter, quoi. Ouais, clairement, je suis d'accord. Et voilà, j'ai été vénère sur Mission Impossible de Final Returning. Et on va passer à la suite. Ouh là là. On passe au top 2. Seront-ils des chevaliers ? À vous de me dire. Kaamelott, 2e volet, partie 1, d'Alexandre Astier. On y est, Ista, on y est. il a échappé le flop 1 de peu. Faut le dire. L'épisode où on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus, jeter des tomates pourries. Sur TikTok encore, on se fait insulter encore. Il y a encore des gens qui nous envoient des messages en mode on n'a rien compris. Ça fait trop rire. Ouais, mais c'est pas grave. Vous nous faites de l'engagement. Non, mais voilà. Enfin, il y a la fanbase d'Alexandre Astier de Kaamelott là qui voilà nous ont tombé dessus, etc. Mais enfin, je suis désolé. Enfin, le film, voilà, il a fini dans notre flop et c'est pas à charge de revanche qu'il a fini dans le flop. C'est que vraiment, il était pas bon. Le film, c'est pas rien, quoi. Parce que moi, je trouve que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Parce que bon, voilà, quoi, Vas-y.
Bon, bah, déjà, le premier film était nul à chier. Le premier film était nul. Voilà, le Kaamelott, premier volet, je sais plus, il y a tellement les noms sont à rallonge, quoi. En fait, comment il s'appelait? Premier volet, je crois que c'était ça. Là, c'est deuxième volet, partie 1. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Et en fait, on a encore, et c'est encore la même chose, une longue introduction, quoi. Déjà, le premier film, moi, que j'ai rattrapé, parce que je l'avais pas vu au cinéma, je m'étais ennuyé comme pas possible. Et là, le deuxième film, enfin, c'est la même chose, quoi. Tu me dis, mais Alexandre Astier, il m'a l'air complètement perdu, quoi. C'est-à-dire que il refuse complètement d'avancer, mais un tant soit peu dans son histoire, et j'ai l'impression qu'on fait du surplace même depuis, j'ai pas vu les dernières saisons, mais ça se trouve c'était déjà un peu du surplace ou quoi, je sais pas, mais tous. Oui, c'est du surplace depuis le livre, les derniers livres. Ouais. C'est-à-dire que tout stagne comme une série télé, quoi. Et t'es en mode, mais en fait, t'étais pas obligé d'annoncer une trilogie, Alexandre Astier, tu pouvais faire un film déjà qui se tenait, quoi, parce que là, on arrive quand même à un truc, moi je trouve vraiment absurde, c'est-à-dire qu'on arrive à faire une partie 1 d'un deuxième film d'une trilogie, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. C'est-à-dire qu'il a, parce que d'habitude, des fois, ils coupent la dernière partie, enfin, leur dernier film de trilogie ou de saga en deux et tout pour faire de l'argent parce que c'est monumental et tout. Là, on est au deuxième film, il l'a coupé en deux. Et en plus, quand tu regardes le film, tu te demandes vraiment pourquoi il l'a coupé en deux. Tu te dis, mais en fait, tu peux virer bien une bonne heure du film, hein. Franchement, il y a pas de problème, quoi. Parce que, en fait, c'est le gros problème, c'est qu'il se passe rien, en fait, dans ces films-là. On te rajoute mais un nombre de personnages, parce que déjà le film, il y a déjà 50 000 personnages dans l'univers d'Alexandre Astier, et là on t'en rajoute d'autres, et il faut rien, personne n'évolue, personne, je sais pas, un tant soit peu avance sur quelque chose ou apporte quelque chose d'intéressant, quoi. On se tape des très longues séquences dans le film où on est avec des persos dont on s'en fout, qui ne servent à rien, qui avancent rien. Enfin, moi j'ai des flashbacks des enfants de Caradoc qui sont qui foutent rien là, qui sont en voyage et qui sont en quête de je sais pas quoi, mais en fait tout stagne, t'attends. Quoi, avec un dragon, je crois. Ouais, c'est ça, ils doivent chercher un dragon, mais en fait, tu le verras jamais, ce dragon, dans ce film-là, ouais, évidemment, parce qu'il faut attendre la partie d'avant. Et donc, du coup, ils avancent et ils font des blagues, et puis ils parlent, il y a des dialogues, des ping-pong, puis on passe à quelqu'un d'autre. Caradoc, c'est la même chose. Caradoc, il est bloqué dans une taverne, etc. Et puis, au final, à la fin du film, il décide de partir pour aller retrouver son truc, et tu fais, ok, mais il s'est rien passé, en fait, pour ce personnage. Et pour tous les personnages, c'est la même chose, en fait. Moi, j'ai rarement vu 2 films de suite où il se passe rien. Comme ça, où il y a un statu quo, c'est sur 2 films de plus de 2 heures qui se passe rien, quoi. Il y a des persos qui partent en quête, et finalement, ils se retournent au point de départ, quoi. Il y a un personnage, il y a un groupe de personnages qui partent en quête de retrouver Lancelot et de le tuer pour le roi Arthur. Et tu te dis, ah, ok. Et donc, on se tape des séquences où ils partent en voyage, ils font des blagues, et là, ils retrouvent Lancelot. Et au moment où il va se passer quelque chose dans le film, où ils vont s'attaquer à Lancelot, et ben ils se font tirer de là, et puis ils retournent à Kaamelott ou je sais pas où, et en fait du coup il s'est rien passé. Et tu fais mais putain, mais pourquoi j'ai regardé ça, quoi. Et le pire personnage à ce niveau-là, mais c'est Arthur, quoi. C'est-à-dire que Arthur, pour la 70e fois de cette saga, c'est-à-dire qu'il est délaissé complètement au fur et à mesure du film, hein, d'ailleurs. Ça, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire qu'on commence avec lui et au fur et à mesure du film, on le suit plus trop, on suit d'autres personnages dont on s'en fout. Il retourne à son éternelle dépression, il remet Excalibur encore dans le rocher, et du coup, on reste au même statu quo encore avec ce personnage qui n'avance pas, qui ne fait rien. Donc tu te dis, mais putain, t'as réuni toute la table ronde, t'as libéré le Kaamelott de Lancelot pour au final rien, pour au final revenir à un truc. Enfin, tu fais, mais est-ce que t'as envie vraiment de raconter quelque chose avec cette histoire? Est-ce que t'as envie de vraiment raconter quelque chose avec ce personnage, en fait, d'Arthur, quoi? Oh là là, c'est d'un laborieux qui est vraiment, que moi, c'était difficile à vivre comme séance, quoi. Et le problème de Alexandre Astier, c'est qu'il est touche à tout, il veut tout faire, un réalisateur, monteur, dialoguiste, je sais pas quoi, musique, etc. Mais je suis désolé, en termes de mise en scène, Alexandre Astier, à la télé, ça a marché, mais là, il y a un manque de souffle qui est total, quoi. Aucune image marquante. On est dans une légende arthurienne. La légende arthurienne, hein. Vraiment, il n'y a pas d'image marquante, c'est télévisuel as fuck. Chant contre chant, le film, pas inspiré, avec, pour moi, des gros problèmes de timing dans les répliques. C'est-à-dire que Alexandre Astier, on l'avait dit, on l'avait vu, en fait, c'est qu'il il fait le montage à partir de la musicalité des paroles, quoi, avec les paroles. Et en fait, je trouve que ça marche pas du tout, en fait, dans les répliques, etc. Il y a un gros problème de timing, ça fait jamais mouche, quoi. Et même dans ma salle, il y avait des fans de Kaamelott, ils ont pas tant rigolé que ça, je trouve, aux vannes et aux trucs. Moi, je me dis, mais en fait, Alexandre Astier, ouais, peut-être il doit déléguer. Enfin, pour moi, il a un certain talent de dialoguiste, ça, je vais jamais le retirer ou quoi, mais en tant que metteur en scène, en tant que monteur et tout, oh, putain, c'est compliqué, quoi. Moi, je trouve qu'il y a tellement de scènes dans le film qui devraient être coupées. Le film, là, il dure quoi, 2h20?
je sais plus quoi. Moi, je pense que tu peux virer presque les 2 tiers du film, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Enfin bref, Ista, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Kaamelott? Toi qui es plus fan de Kaamelott que moi, en plus. Oui, parce que moi j'avais dit, hein, j'ai vu les 6 livres sur le coup. Et le premier film, je le trouve pas horrible. Je trouve qu'au moins il a une finalité, contrairement à ce film-là. Même si j'ai vu des gens dire ah ouais, en fait vous aimez pas, mais vous comprenez rien, c'est une partie 1, et alors. Et un film, on le traite pour ce qu'il est. Hein. C'est-à-dire un film, c'est un film. C'est ça. Il doit suffire à lui-même. Hein. C'est pas. Il y a des très bonnes parties 1 dans l'histoire. Hein. Il y a des très bons films qui sont des suites où voilà. Donc il a pas d'excuses celui-là. Hein. Non, il n'y a pas d'excuses du tout. Et puis. Vous savez, on n'est pas con, on sait que c'est une partie 1, c'est écrit sur l'affiche. Voilà, donc voilà, non mais parce que oui, effectivement, bon déjà il suffit pas à lui-même, ça c'est clair. Ok, c'est une partie 1, après on peut l'accepter ou pas. Mais même si je l'accepte, je trouve juste le film chiant en fait, c'est juste ça. Le truc. C'est que moi je me suis fait chier. C'est qu'en fait c'est une partie 1, mais une partie 1 ça peut raconter plein de choses, tu vois, et te dire bon, tu peux me dire ouais, ok, j'ai pas pu tout mettre dans un seul film et tout, et bon, voilà, je peux voir le truc, mais là je vois même pas en quoi c'est une partie 1 en fait, je vois même pas ça quoi, parce que le film démarre à la fin en fait, et tu dis bah non en fait j'ai pas payé pour ça quoi. Ouais, c'est ça, et ouais, tu pourrais faire une partie 1 où il se passe beaucoup de trucs, et après peut-être faire une partie 2 où ça se pose plus, ou je sais pas, mais enfin, il y a déjà eu des parties 1 où il se passait beaucoup plus de choses que ça, où je me suis pas fait chier. Là, pour moi, ça a été une séance assez, je me suis dit, je crois qu'ils partent en voyage au bout d'1h30 de film, quoi. Et pendant ce temps, c'est que des dialogues, mais c'est même pas des dialogues, en vrai, moi, j'ai pas ri, quoi. J'ai même pas rigolé, enfin, en fait, je trouve qu'il y a un problème de timing, je sais pas, dans les répliques, je trouve qu'elles marchaient pas. Alors que ouais, ça marchait sur un format série télé. Mais sur le format cinéma, moi, je trouve que ça prend pas, quoi. Je trouve que ces dialogues-là, voilà, tu sais, il y a plein de choses, de dialogues qui sont devenus cultes et tout, de la saga, enfin, de la série Kaamelott. Mais là, quel dialogue dans ce film va devenir culte? Aucun. Enfin, moi, je vois pas sur les réseaux des gens dire, ah ouais, quand il a dit ça, c'était trop marrant. Bah, non, tout le monde s'en fout, en fait. Bah, parce que voilà, alors, peut-être que, oui, il écrit bien, mais là, je trouve qu'en fait, il y a un problème de timing, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Et la comédie, c'est beaucoup du timing. Mais après, je pense aussi, je dis la comédie, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de ton dans le film, où il sait pas trop s'il veut faire un film épique d'heroic fantasy, ou faire un film de comédie, ou j'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi faire, ou il veut mélanger un peu les deux, mais en fait, il y a aucun des deux cas qui est réussi. Et moi, j'avais un problème aussi, je trouvais, dans la spatialisation, en fait, les lieux, tout ça, du film, où il est obligé à chaque fois d'écrire les titres, les noms des lieux où ils vont, parce qu'on comprend rien sur le coup, parce que c'est tellement le bordel, il y a tellement de personnages que c'est hyper compliqué à suivre en fait, si on te redonne pas les indications à chaque fois, quoi. Là, tu vois, je regardais le Seigneur des Anneaux, et ben dans le Seigneur des Anneaux, on te dit pas, on te donne les indications par les personnages, et par le montage tu comprends où t'es en fait. Et là en fait c'est vraiment, ouais, je trouve ça même ça un peu amateur, quoi, je vais dire franchement. Oui, c'est télévisuel, hein, mais c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, complètement. Et ouais, moi j'ai l'impression, je sais même pas si Astier en fait il est content de faire ça. Je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il avait vraiment envie de revenir sur Kaamelott, parce que déjà il a mis plus de 10 ans à revenir sur la franchise, quoi. C'est ça. Il avait promis un film de cinéma, mais j'ai pas l'impression, moi je pensais qu'il avait un truc de prévu, un truc épique, incroyable et tout en tête, mais j'ai l'impression même pas, quoi. J'ai l'impression qu'il improvise un peu et qui, je sais pas, enfin là il est en train de nous faire une série, enfin il a trop de personnages pour moi pour des films. Déjà c'est un gros problème. Pour moi, avec ce qu'il veut raconter là, bah fait une série télé en fait. Fait une série télé peut-être avec des épisodes de 40 minutes, mais c'est pas fait pour un film ça. Enfin, franchement, il y a trop de personnages, on comprend rien, on s'attache à personne. Et puis même c'est fait comme une série de télé où on passe des petits moments avec un petit groupe, puis on passe à un autre groupe, puis on passe à un autre groupe, et en fait c'est que ça pendant tout le film, quoi. Bah, le Seigneur des Anneaux fait ça aussi, mais il y a 2 groupes, quoi. Il y a 2 ou 3 groupes max, quoi. Voilà, tu vois. Et en plus, c'est sur bien plus longtemps, le Seigneur des Anneaux. Enfin, on passe bien plus longtemps avec les personnages. Là, c'est vraiment, tu fasses des petites vignettes, t'as des petites vignettes avec certains personnages, puis on passe à une autre, et un autre, à un autre, à un autre. Et c'est, enfin, bref. Et en plus, ça n'avance pas, quoi. C'est surtout ça, là. Un truc, tu dis, mais. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que tu te dis, mais pourquoi Alexandre Astier a besoin de raconter cette histoire, quoi? Je sais pas si c'est peut-être enfermé dans quelque chose qu'il dépasse maintenant, tu vois, mais tu te dis, mais le mec a demandé une trilogie. Tu regardes les 2 films et tu te dis, mais pourquoi il me raconte tout ça? Enfin, pourquoi il y a ça, en fait, dans ce film? Et, enfin, bref, c'est incompréhensible. Ouais, parce qu'en plus, bah, comme t'as dit, en fait, ça tourne en rond, quoi. À la fin
du film d'avant. Moi, je pensais qu'on allait enfin avancer avec Arthur parce que déjà dans le livre 5, Isis, il est déprimé, donc il a du mal à revenir. Puis après, il revient à Camelot. Après, il part, il est redéprimé. Et là, il est redéprimé encore au début de celui-là. Je dis, mais c'est pas possible. Et des fois, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il aurait pu faire des scènes vraiment pas mal. Il y a un moment, un dialogue, je me dis, avec Guenièvre là, qui aurait pu être intéressant. Et puis en fait, le personnage, au bout d'un moment, dit ouais, bon, laisse tomber, il se barre. Je fais bon, bah, super, quoi. Ouais, donc, ouais, c'est décevant, quoi. C'est décevant. Et en plus, je trouve que c'est dommage parce que, quand même, de l'heroic fantasy fait en France, c'est cool, quand même. Enfin, il y a quand même c'est chouette, quoi. Ouais, mais en plus, l'ambition qui marquait, c'était intéressant de se dire. Putain, j'ai pris. Il avait dit, il a quelque chose. Il a dit, c'est pas parce que c'est de la comédie que ça doit pas avoir des vrais éléments de mise en scène et pas faire du vrai cinéma et tout. Il a acheté une caméra, la caméra Alexa là, et la grosse caméra et tout, pour en faire rien, quoi. Donc bon. Ouais, y a rien du tout, mise en scène. Enfin, moi, j'ai pas de plan qui me reste en tête du film. Hein. Généralement, voilà. En fait, ce que je me rappelle du film, c'est plus l'arc avec Clovis Cornillac. Là. C'est ça que je me souviens un peu. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est peut-être le meilleur du film. Un point positif peut-être sur le film, Ouais, le moment avec Clovis Cornillac et sa bande, là, qui est peut-être un peu le passage le plus sympa du film. Ok. Mais en tout cas, voilà. Ça n'a pas trop marché au box-office, donc ouais, on va voir la suite, là. Il y a la partie 2, on va la voir l'année prochaine et on en parlera. Hein. C'est ça. Ista, bon bah voilà, on y arrive. Mais avant, peut-être de parler du flop 1, est-ce que t'as des mentions déshonorables, du coup, peut-être cette année, de films qui n'ont pas fait le cut, voilà, qui n'ont pas fini dans le flop, et voilà, que tu as en 2-3 mots, voilà. J'en ai 2. Une où tu seras d'accord, une où tu ne seras pas d'accord. Bah, il y a FNAF 2. Ok, bah oui, là, je suis d'accord. Mais si tu dis le film que je pense, tu vas me détester. Non, vas-y. Après, c'est plus Alors, FNAF 2, c'est parce que c'est horrible, c'est un film de merde, voilà, c'est de la merde. C'est vraiment horrible. Enfin, j'ai détesté. Le scénario, il y a rien qui va. Au final, ce qu'on raconte dans le film n'est pas du tout conclu à la fin du film. En fait, c'était voilà. Bon, c'était nul. De toute façon, on s'est fait insulter sur TikTok parce qu'on a dit que c'était nul, mais on va pas en démordre. C'était de la merde, voilà. Et puis ouais, Avatar 3, moi je suis déçu. Voilà, on en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, moi je suis déçu du fait que ce soit une partie 2 plus qu'un film unique, voilà, et puis ce fameux HFR qui moi m'a vraiment pété ma séance, quoi. Donc ouais, moi ça a été compliqué, la séance d'Avatar 3, donc déception, quoi. Plus que film de merde, c'est déception. FNAF, c'est un film de merde. Avatar, c'est déception. Je rigole. T'as tous les droits de le mettre là. Moi, j'ai fait une liste, elle est longue. Voilà, donc je vais tous les citer rapidement parce que voilà, il y en a eu plein cette année. Jurassic World Rebirth, c'était nul. Voilà, on a fait un épisode dessus, ouais. C'était nul. Faut arrêter de surcoter le film parce qu'il y a 2-3 scènes sympas. Matérialiste, désolé, moi Céline Song, ça marche toujours pas, c'est un peu nul. L'accident de panneau de Quentin Dupieux, Quentin Dupieux, faut arrêter tout court. Je pense qu'il faut qu'il arrête le cinéma, voilà. Enfin, en tout cas, je sais pas, il faut qu'il se renouvelle, il faut qu'il fasse un truc. Captain America Brave New World, je l'avais déjà cité. Tron Ares, c'était de la merde avec Jared Leto. Il a de la chance il a passé à côté aussi, hein. Il aurait pu être dans ce flop là, parce que c'était bien nul. Le film Alpha de Julia Ducournau, voilà, qui avait fait Titan, etc. C'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe pour le coup. Même si il y a une ambition, il y a des choses peut-être un peu intéressantes, mais c'est vraiment, je trouve que c'était une grosse catastrophe. Karate Kid Legends, c'était de la merde aussi. Tu sais, avant le top 1, avant le flop 1, on se met tout le monde à dos, tu vois. Là, on prend tout le monde. Ouais, voilà, Karate Kid Legends, nous, ça nous a pas pris. De Gorge, voilà, le film de Scott Derrickson, qui était un film extrêmement de merde. Et voilà, je fais une dédicace à Luc, voilà, s'il écoute ce podcast, qui aime bien ce film. C'était très nul, voilà. C'est un film de romance, d'action et d'horreur, mais tout nul à la fois. Blanche-Neige et Lilo et Stitch, on n'a pas mis de remake parce que voilà, on va pas mettre des remakes à chaque fois, on a bien chié dessus, on dit toujours la même chose. C'était bien nul. Ouais. Chien 51, film français de Cédric Jiménez, c'était de la merde. Le dernier Conjuring, c'était mauvais. Black Phone 2, encore Scott Derrickson 2 fois de suite, c'était nul, c'était encore plus nul là, que le premier. Il y a un film qui s'appelle Regretting You, qui est une espèce de comédie romantique qui est bien nul aussi. Évidemment, Paul W.S. Anderson est présent cette année, donc voilà, In the Lost Lands, avec Batista et évidemment sa femme Mila Jovovich, qui est vraiment un des films les plus exécrables que j'ai vu cette année, mais un peu drôle quand même, faut le dire, un peu nanardesque. Hurry Up Tomorrow, le film avec The Weeknd et Jenna Ortega, qui est une catastrophe totale dans le film. Enfin, il y a rien qui marche. Et après, peut-être le pire film de l'année, mais qu'on l'a pas mis parce que pour des raisons évidentes,
War of the World, là, la guerre des mondes sur Amazon Prime. Ah, je l'avais mis dans le mien. Hein. Oui, mais en fait, c'est pas intéressant de parler de ce film-là. Il y a rien à dire. C'est nul. Tout est nul. Et il a créé plein de mèmes. Par contre, c'est très nanardesque et tout. Oui, bah, il est un peu drôle. Il est un peu drôle. Parce qu'il est nul il est tellement nul qu'il est drôle, quoi. C'est ça. Donc voilà. J'ai fait une liste parce que il y en avait plein à bazarder. J'en ai bazardé plein. Voilà. C'était bien nul. Et voilà, Ista, je te propose de passer à la suite. Et je pense qu'il n'y a même pas de suspense parce que je pense qu'il va être dans le flop de plein de films. Et voilà, c'est parti, le flop 1. Génial. Maintenant, c'est la nuit. C'est moi ou elle est tombée super vite? Minecraft, le film de Jared Hess. Bon, écoute, Ista, de toute façon, franchement, je pense qu'il va finir dans le flop de 50 milliards de personnes, mais en vrai, de vrai, c'était pas possible qu'on ne mette pas ce film dans le flop. Et franchement, flop 1, pour moi, c'était... Franchement, c'était... Dès qu'on l'a vu... Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand t'as dit Minecraft. Ouais, mais en fait, dès qu'on l'a vu dans l'année, on a su... je sais pas, on a su qu'il allait finir flop et limite flop 1 tellement c'était une des pires séances que j'ai vécues cette année, quoi. Vraiment, franchement, c'est la pire séance que j'ai vécue cette année. Franchement, encore Mission Impossible, il m'a énervé, etc. Mais Minecraft, c'était vraiment une expérience spéciale, franchement, pour le coup, dans lequel, en vrai, de vrai, il me reste pas tant de choses que ça. Voilà, je vais dire la vérité, il me reste pas tant de choses. Tu sais ce qu'il me reste? Il me reste juste la mocheté du film. qui me crie à la gueule. Juste le cynisme, en fait. Le cynisme, le mépris, le foutage de gueule total du film. Le film qui a fait presque le milliard, hein, je rappelle, il a fait 950 millions. Le film. Hein. Merci quand même. Hein, à ceux qui sont partis. C'est même Attends, j'ai vu une stat, c'est le plus gros film box-office américain de l'année. Ah oui, il me semble, oui. Oui, pour l'instant. C'est le premier. Bon, on verra Avatar, mais oui, effectivement, pour l'instant, c'est le plus gros. Et franchement, c'est un niveau de mépris, de foutage de gueule comme j'en ai rarement vu. J'en vois, tu sais, t'en vois un par an de ces genres de films. Hein, vraiment, parce qu'à ce niveau-là, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que là, je parlais de la déliquescence d'Hollywood avec Electric State, mais là, c'est un cran au-dessus, quoi. C'est un cran au-dessus, je trouve, Minecraft, quoi. C'est-à-dire que ça a tous les travers possibles. Et ouais, c'est un espèce de film TikTok. Je sais même pas comment définir tellement le film est moche, tellement le film est méprisant envers les gamers, envers ceux qui aiment l'univers de Minecraft, quoi. C'est-à-dire que même dans les films méprisants, c'est des années 90, 2000, là, d'adaptation, bah, j'ai l'impression de retourner à ça, tu vois, ces films qui méprisaient les gamers, mais vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, alors que une grosse majorité des gens jouent aux jeux vidéo, hein, à l'heure actuelle, hein, c'est devenu, voilà. Et les fans de Minecraft, faut savoir que Minecraft, c'est le jeu vidéo, pardon, le plus populaire, hein, celui qui a été le plus acheté, le plus acquis par les gens. Et ben, je me dis, mais quand tu vois l'image de Jason Momoa dans le film, qui est censé être un gamer des années 80, qui sort tout droit d'une poubelle et qui a une caractérisation qui est vraiment gênante, je me dis, il y a des gens qui ont fait ce film, qui ont cette image des gamers là, et c'est ça qui nous renvoie à la gueule, hein. C'est ça qui vous renvoie à la gueule. Vous vous rendez compte? J'ai envie de dire, c'est un truc de fou, quoi. Parce que le film, on te raconte que, soi-disant, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va essayer de trouver sa créativité. Non, c'est le Jack Black et Jason Momoa Festival. C'est le Jack Black et Momoa Festival. C'est-à-dire que c'est tout le film, c'est eux, c'est centré sur eux, et à un niveau où j'avoue que là, ça m'a écœuré. Vraiment. Et bon, Jason Momoa, il m'écœure, enfin, dans des films, il m'écœure vraiment, avec son humour, et quand tout est centré sur lui, ça m'écœurait déjà. Mais là, Jack Black, c'est vraiment un couteau dans le cœur. Je dis ça parce que Jack Black, bah, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais là, vraiment, dans ce film, c'était pas possible, quoi. C'était vraiment pas possible. Les blagues qui s'enchaînent, nulles, etc. Franchement, c'est même pas nanardesque. Tu vois, parce qu'il y a encore des films, là, on parlait de Paul W. Sanderson, là, etc. Il y a des films que, tu vois, ils sont un peu nanardesques et tout. Je vous jure que en tout cas, moi, ça m'a pas fait rire, quoi. C'était même pas drôle. C'était juste du mépris à l'écran, du cynisme à l'écran, parce que, on peut dire ce qu'on veut de Paul W. Sanderson, mais moi je crois vraiment qu'il pense qu'il fait du grand cinéma, ce mec-là. Je pense qu'il vraiment, quand il est là, quand tu vois son écran, il se dit putain là c'est incroyable ce que je suis en train de faire. Là j'ai vraiment l'impression de voir des gens qui te chient à la gueule, vraiment littéralement devant l'écran, quoi. Tout le film il désamorce toute idée de, je sais pas, de relations de personnages qui peuvent s'installer ou quoi. C'est balayé par un espèce de niveau de fanservice ou ce qui pense être du fanservice, mais qui est en fait un listing de choses que les fans pourraient entendre. Il y a eu des trends en plus sur le film, enfin, des trends de chicken jockey, etc. En plus, ça a été horrible là pour les fans des salles de cinéma où
pas en termes d'entrée, mais en termes de propreté, etc., où il y avait une trend où les mecs balançaient leur popcorn de partout, enfin, sur le film. Enfin, vraiment, moi, je trouve que le film, déjà, tout ce qui est le film et tout ce qui l'entoure me fait chier, en fait. C'est un truc de fou, et en plus, le film, et c'est ça qui est encore le plus cynique et le plus horrible dans ce film, c'est que le film se voudrait une ode à la créativité, parce que c'est ce qu'est Minecraft. Minecraft, c'est ça, hein. Le jeu vidéo, c'est une ode à la créativité où les joueurs s'en sont emparés et ont pu créer à peu près tout et n'importe quoi. Mais c'est quand même l'ode à la créativité avec le film le moins original du monde, quoi. Dans tous ces enjeux, dans toutes ces trajectoires, dans tout ce qui... En fait, j'ai rarement vu un film avec un univers, avec autant de possibilités, être aussi peu original, quoi. Il y a aucune folie dans les créations. Enfin, tu te dis, mais les mecs, ils peuvent construire n'importe quoi. Ils construisent à la limite un nunchaku avec des sauts, quoi. Enfin, tu te dis, mais putain, les gars, amusez-vous tellement avec votre concept, quoi. Avec Steve, voilà, Jack Black qui est Steve et qui explique toutes les 5 secondes pour surtout pas que les personnes soient perdues, parce que c'est peut-être trop difficile à comprendre, Minecraft, hein. Tous les moindres trucs de l'univers, il est là à t'expliquer. Alors en fait, ça marche comme ça dans cet univers. Alors ça, c'est comme ça. Putain, Minecraft, c'est un jeu où il y a pas de personnages. C'est-à-dire qu'ils auraient pu adapter comme ils voulaient au niveau des personnages, au niveau de la créativité. Il y a pas de personnages, il y a pas de lore, il y a pas de scénario, quoi. T'es lâché dans le jeu et tu découvres par toi-même, tu fais des choses. Et là, le film te fait que t'expliquer des choses, c'est insupportable parce qu'ils prennent les gens pour des débiles. Il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Déjà, je me souviens que le film passe, genre la première partie du film dans le monde réel. Alors qu'on s'en fout, enfin, vraiment, tu te dis, à préparer l'histoire, à essayer de faire des setups et tout, mais tu te dis, mais allez directement dans le jeu, on s'en fout, allez, arrêtez, quoi. Et j'ai pas parlé de la mocheté. Le film est d'une mocheté, c'est le film le plus moche que j'ai vu cette année, quoi. Avec une lumière numérique dégueulasse, qui savent même pas gérer, parce que la lumière, elle est toujours du même côté. On a des champs contre champs où la lumière, elle est du même côté de l'image. Et tu dis, bah non, ça marche pas comme ça. Si le soleil, il est à gauche et que tu fais un contre-champ, bah le soleil, il est pas censé être de nouveau à gauche. Enfin, bref, c'est vraiment, c'est un niveau d'amateurisme en plus avec le rendu, parce qu'évidemment, on est à Hollywood, ils veulent un rendu photoréaliste à chaque fois des choses, sauf qu'on est dans Minecraft. Ça se sied pas du tout. Donc, quand on a ces villageois qui ont un design qui sont horribles. Enfin, vraiment, moi, je vais m'arrêter là parce que là, je suis en train de repartir, mais... Ouais, t'es en train de bouillir. Bah oui, mais parce que enfin, là, c'est l'aigreur, c'est l'épisode de l'aigreur, Ista. Voilà, faut être aigri. Mais enfin, vraiment, j'ai rarement senti autant de mépris pour les gamers dans ces adaptations de jeux vidéo, parce que on parle d'adaptations de jeux vidéo depuis une dizaine d'années et ils sont pas du tout parfaits et des fois ils sont pas bien, mais au moins il y a un truc qui avait un avancé par rapport à ceux d'avant, c'était que c'était fait par des fans, au moins, enfin par des gens qui aimaient bien l'univers et tout, ce qui donne pas forcément des trucs bien, il y a des trucs qui étaient pas bien, The Witcher, etc. Mais putain, quoi, j'ai jamais vu un niveau de mépris et de foutage de gueule aussi présent depuis longtemps, quoi. Ista, à toi. Qu'est-ce que t'as pensé du film? À moi? Oui, bah c'est de la merde. C'est pas très bien, c'est moche. Comme t'as dit, ouais, c'est assez horrible. Et puis, moi, Jack Black, je n'en peux plus. Ça y est. J'ai consommé la rupture cette année avec Jack Black. Là, il y a Anaconda. J'ai pas du tout envie de voir le film Anaconda. Là, ouais, c'était vraiment pas bien. Et puis les dialogues pétés là, quoi. Genre, j'ai l'impression en fait, il y a eu des trends parce que les gens trouvaient les dialogues nuls, mais au final, c'est devenu des trends TikTok un peu bizarres là, le I Am Steve ou Chicken Jockey. Mais même le niveau des dialogues, je veux dire, il y a quand même un moment où il dit first we mine, then we craft, let's Minecraft. Je me dis, mais comment t'écris un truc comme ça, quoi? Comment t'écris un scénario et tu te dis, ah, ça c'est bien. Ah, ça, franchement, mon dialogue, il est incroyable. Enfin, je comprends pas. C'est vraiment, ouais. Et puis c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Comme tu dis, hein, sur le coup, ça respecte pas du tout les joueurs. Oui, on revient un peu dans les années 90, dans les films qui faisaient des rêves juste en mettant les personnages. Ils disaient, ah voilà, tu vois les personnages, bah t'es content. Voilà, t'as Steve. Et en plus, Steve, c'est un peu bizarre parce que Minecraft, moi, j'ai jamais vu ça comme un truc de personnage, en fait. Plus un truc où t'es toi-même le joueur, quoi, et que tu fais ton monde, tout ça. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'ils auraient pu créer n'importe quel personnage qu'ils voulaient, quoi. C'est ça qui est fou. Et ils ont choisi des personnages nuls comme ça. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des personnages féminins, mais aussi, ils sont pas mal maltraités aussi, hein. Qui ont un arc narratif d'ailleurs. À un moment, ils les mettent ensemble. Mais non, il y a pas d'arc narratif. Mais le problème, c'est qu'il y a pas d'arc narratif. Ils sont ensemble, mais c'est tout, quoi. Oui, voilà. Oui, au bout d'un moment, ils sont tous les deux, mais je serais incapable de dire quelque chose de leur caractérisation, de quelque chose, je sais pas, qu'ils apprennent, qu'ils font. Enfin, j'ai rien. D'ailleurs, c'est l'actrice de Adebayo de Peacemaker. Et c'est pourquoi j'avais pas fait le lien, moi, à l'époque. Bah, tu vois la différence de caractérisation, quoi. Bah, clairement, ouais, parce que dans Peacemaker, elle est géniale. Et là, tu vois, je l'avais trouvé vraiment pas terrible. Enfin, moi, de toute façon, j'ai trouvé tout le monde nul dans ce film, donc il y a rien qui va. Et puis, ouais, il
Il y avait le jeune aussi qui il faisait une expérience, il créait des trucs à l'école là, et sa sœur, elle était patronne, enfin elle faisait, c'était Mais en plus, nul, ça n'avait aucun c'est sens. l'actrice de Mercredi, et en fait, quand tu la vois, t'as l'impression qu'elle a 16 ans déjà, donc j'avais du mal à capter l'âge de la personne. Oui. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais en fait, le truc, c'est que le personnage principal, c'est censé être ce garçon, en fait, c'est censé être lui qui peut pas exprimer sa créativité, en fait, dans le monde normal, et en fait, dans Minecraft, il est censé découvrir une certaine créativité, tout, sauf que 3 problèmes. Premier problème, jamais sa créativité, elle sera vraiment à l'honneur dans l'univers de Minecraft. Donc en fait, tu dis, mais en fait, le film raconte quoi? Deuxième chose, le film, en fait, met ce personnage complètement au deuxième plan, puisque, comme je l'ai dit, c'est Jason Momoa et Jack Black qui font tout le film. Et troisième chose, pourquoi il reste pas dans l'univers de Minecraft? Pourquoi il sort? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, à la fin, ça n'a aucun sens. Tu dis, mais en fait, le mec retourne dans le monde normal, alors qu'il est censé être dans un univers créatif et tout. Tu dis, mais il y a un gros problème d'écriture. Enfin voilà, ça étonne personne. Ouais, la morale est complètement fausse, mais ça me fait penser à Flash là où tu sais le film Flash où on lui dit ouais, faut pas bouger la timeline, et à la fin il bouge la timeline et il refait une connerie et tu dis mais en fait il a rien compris le personnage quoi. Et là ouais, il y a un truc un peu similaire. Et je me souviens aussi que ils avaient sorti des séances avec les lignes de dialogue en karaoké. Oh là là. Ils avaient fait des séances. Écoute, je me souvenais pas de ça, mais merci de me rappeler ça. Voilà, oh là là, c'est terrible. Non mais c'est terrible et ce truc là a cartonné et moi je comprends pas et je trouve que c'est comme t'as dit une régression un peu dans les adaptations de jeux vidéo. Je disais ça aussi sur Five Nights at Freddy's 2. Moi je trouve que là il y a un problème et en fait pour moi ces films là font régresser l'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Enfin faut pas que ça continue ce genre de film et voilà vous êtes le problème si vous allez voir ce film et que vous faites ce office. Non, je suis pas d'accord sur ça du tout sur cette. Mais... Non, moi non plus, mais non non plus. En vrai, je rigole. Mais encore, Five Nights at Freddy's, je trouve que c'est un film qui est nul à chier, mais au moins il y a au moins des fans qui sentent représentés ou quoi, tu vois, qui aiment bien ce truc. Moi, je le trouve horrible, hein, le film, et je trouve que les fans méritent mieux. Mais au moins, je sens pas un mépris envers les gens qui aiment Five Nights at Freddy's, tu vois. Je pense pas non plus. Ouais, je suis d'accord. Là, vraiment, il y a un mépris des gamins, comme t'as dit. Hein, parce que ça se caractérise surtout par le personnage de Jason Momoa. Qui va dans les salles d'arcade et tout là et à un moment il y a une vente aux enchères où il va acheter une Atari ou je sais pas quoi et bref c'est l'enfer ce personnage là, c'est pas possible quoi. Les deux là, le Jack Black et le Jason Momoa, mais je n'en peux plus de ces gens là. Voilà, moi il m'a buté Aquaman et Jack Black pour moi, il y a la rupture. Et puis, en plus, avec ce qui s'est passé dans son groupe de musique, mais ça, c'est une autre histoire qui m'a un peu saoulé aussi. On n'a même pas parlé de l'intrigue parallèle avec Jennifer Coolidge, là, qui date un putain de villageois de Minecraft, qui est peut-être l'intrigue secondaire la plus nulle que j'ai vue depuis longtemps. Et... Bah, raconte rien, quoi. Mais oui, c'est juste des petits sketchs où l'autre, elle est contente que, en fait, c'est un villageois qui parle pas, et du coup, bon, quand elle a des problèmes avec les hommes, voilà, comme elle l'écoute raconter toutes ces histoires. Enfin bref, je vais même pas continuer parce que ça commence à me saouler de juste parler, ça commence à me donner mal à la tête ce film. Et voilà, écoute, c'est notre flop 1. Voilà, on finit sur une note beaucoup plus négative que le premier, que notre top de l'année. Et écoute, voilà, qu'est-ce que t'as peut-être quelque chose à rajouter sur le film ou même sur l'année, sur quelque chose, peut-être? Bah, arrêtez de faire des films comme ça. Ah bah ça. On verra dans les attentes. Bon, on va avoir un 2, hein. Voilà. C'est marrant parce que Warner, on a loué que certaines propositions, on a mis même certains, pas mal même de films dans notre top et tout. Bon, ils finissent quand même premier de notre flop. Notre flop aussi, quoi. Donc, voilà, quoi. Ah bah, ça veut dire qu'il y a une diversité de propositions. Oui, peut-être, oui. Au moins, il y a des trucs, mais qui ne sera peut-être plus là longtemps, malheureusement. Bon, bah écoute, voilà, j'ai été content de faire ce flop avec toi. J'espère que vous avez aimé cet épisode où on était très aigris, très salés, mais bon, après les gens ils aiment bien en général. Moi j'aime bien écouter les gens aigris quand il y a du sang. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement, à vous abonner. On est disponible partout en fait, sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok. Et bah ici on se retrouve très bientôt pour la nouvelle année, pour les attentes, pour parler de Stranger Things, pour parler de Pluribus. Ah ça c'est mieux. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao ciao.